une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Ça devient pire à chaque fois. Je m'appelle PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Yes. Cette semaine, on a reçu Boucard Diouf, un humain extraordinaire, un gars brillant, comme j'ai rarement vu. Boucard Diouf, vous le connaissez, là, il est humoriste, homme de radio, télévision, mais aussi scientifique. En fait, lui, là, il a fait ses études au Sénégal, en Afrique, avant de venir faire son doctorat ici au Québec. Il est arrivé à Rimouski, là, il a vécu l'hiver, parti de vraiment de gros changements, mettons. Là. Puis faire son doctorat en biologie marine puis en océanographie. Puis, en fait, c'est vraiment beaucoup de sciences qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast, d'évolution, de biologie, d'environnement. C'était passionnant. Il nous a partagé son savoir, là, vraiment. J'ai capoté. Vous allez capoter Vous allez aussi capoter. quand vous allez entendre ça. C'était vraiment un de nos podcasts préférés à faire. Pour vrai, moi, c'est dans mon top 3 au moins. Là. Ouais. Vous nous écoutez sur YouTube, Balado, Spotify. Laissez-nous un rating, laissez-nous un commentaire. Ça fait son bout de chemin. On commence à avoir une grosse communauté autour de nous. C'est vraiment le fun de voir tout ça. On va commencer à faire sur notre page Patreon des podcasts. On en promet un à chaque 2 semaines. Ouais. Puis on va rencontrer des gens qui sont un petit peu moins connus, mais qui ont des parcours super intéressants. Donc, si vous êtes avide de podcasts, vous voulez nous entendre parler encore plus, dirigez-vous sur notre page Patreon. Dans la description de la vidéo du podcast que vous écoutez ici, il va y avoir notre page Patreon. Allez voir ça, abonnez-vous. C'est aussi la meilleure façon de nous supporter. Contenu exclusif. Puis en plus, nous, on a une proximité vraiment avec les membres Patreon. Là, justement, on était à matin même avec un de nos membres Patreon qui est venu nous aider au studio. On dit pas qu'on va inviter tout le monde au studio. Mais, en tout cas, C'est magique. Vous payez, puis vous venez nous aider gratuitement. ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Sinon, restez à l'affût des podcasts du Studio SF. J'ai du temps de discute. Ouais. Le temps de jujube avec Adamo aussi. Ouais. Il va y en avoir d'autres, dans le fond, ici, au studio, vous le savez déjà, mais en plus de notre podcast, on va faire d'autres podcasts. Il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt. Ça va vraiment devenir une espèce d'endroit là, de création. On va créer du contenu. Je pense que, en tout cas, moi, ça m'excite. Là, c'est hot. Moi, je trouve ça hot. Ça m'excite autant que la conversation avec Boucard Diouf que vous allez écouter à l'instant. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Boucard, merci beaucoup d'être ici avec nous. Ça fait plaisir, PH. C'était vraiment le fun quand Dom m'a dit que tu avais accepté l'invitation. Là. C'était un grand plaisir qu'on te reçoit ici dans nos studios. Ouais. Je t'ai invité pour parler d'insectes. Oui, des exact. éphémères. Hein? Exact. La nature selon Boucard, ça, c'était une des choses que j'ai eu le plus de fun à faire, tu sais, avec toute l'espèce de frénésie, d'occupation double et tout. Là. Oui. Quand tu m'as invité, j'étais vraiment content d'accepter, puis j'étais excité à l'idée de venir te parler, là, parce que depuis que je suis tout petit, tu me fais rire, puis je te trouve drôle, puis je te trouve intéressant et pertinent, puis c'était vraiment une belle invitation. Tu vois, finalement, il n'est pas si éphémère que ça. Là. Ouais. non, mais lui, c'est parce qu'il n'est pas éphémère que je l'ai invité. Exact, je pense que c'était ça. C'est parce que je connaissais un peu, étant quelqu'un qui l'écoutait, l'émission, avec chez nous à la maison, et je connaissais aussi son pedigree, son passé. Donc, je le regardais, puis il m'intriguait parce que je me disais comment ce type qui était à Laval, dans un domaine quand même assez pointu, est rentré là-dedans. Et l'intrigue, il y a quelque chose qui m'intriguait chez lui. Et je voulais le vérifier. C'est pour ça que je l'ai invité. Un personnage mystérieux, Pascal Legault, quand même. Hein? Un personnage mystérieux, PH, quand même. Là. Bah, voilà. C'est mystérieux. Moi, j'ai une piscine ces temps-ci. Puis le pH, tu vas voir, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un phénomène mystérieux. Ajuster le pH, c'est très difficile. J'avais aimé le fait que c'était devant public. Oui. Est-ce que tu le fais encore pour cette année? Est-ce que ça va être encore? Oui, effectivement. Puis pourquoi le choix de faire devant public? Qu'est-ce qui fait que c'est un plus ajouté? De faire l'émission devant public, mais je pense que c'est juste pour avoir les invités aient un feeling sur place de ce qu'ils disent. Parce que c'est pas la même chose quand tu le fais en absence de public. Il y a des gens qui, le fait d'avoir quelqu'un autour qui réagit à ce qu'ils disent va
rendre meilleur. Ouais. Je ne sais pas. Et puis, donc, c'est de l'éducation populaire aussi. Quand j'ai créé cette émission avec mon ami Martin Gérard, ce qu'on voulait faire, c'est de l'éducation populaire. Donc, quand tu donnes un cours, j'invite les gens à faire de la vulgarisation, mais devant une classe, une petite classe constituée par le public et la classe, par extension, les gens qui nous écoutent à la maison. Donc, c'est ça. Puis, on voit la différence. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, on voit la différence. Ouais. aussi. Ça, il y a une énergie du public, là, Ouais. du live. Tout Oui, à fait. l'énergie, on le sent. On était à Québec la semaine passée, puis on faisait une émission sur l'ours polaire. L'ours polaire et les changements climatiques, OK. les réfugiés climatiques. Est-ce que vous avec, faites encore une section avec un sujet connect comme un sujet Oui. de science au début? Oui, Puis après ça, c'était quoi la connexion dans c'était l'ours sciences polaire? sociales et sciences pures. Oui, c'est ça, exact. Voilà, c'est bien saisi. Donc, nous, on parle de l'ours polaire avec quelqu'un qui fait de la biologie et on parle des réfugiés climatiques avec une professeure de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, l'impact de la fonte des glaces sur les ours et qu'est-ce qu'ils vivent maintenant, ils sont maigres. Ouais. Et avant, ils attrapaient beaucoup de phoques. Maintenant, il y en a moins. C'est terrifiant, Ouais. les images d'ours polaires en ce Ah moment. ouais, Il y a plusieurs non. documentaires animaliers qui Oh, sortent, ouais. dont un qui s'appelle Our Planet, qui est sorti sur Netflix Ouais. dernièrement, Ouais. qui se fait un peu... ils regardent les changements climatiques à la positive, au sens où ils disent « Voici qu'est-ce qu'on pourrait sauver Oui. si maintenant on arrête Oui. tout, tu sais. » Puis les images d'ours polaires de l'Arctique, c'est horrible. terrifiant. C'est là. horrible, man. Ouais. C'est horrible parce que la banquise disparaît. Toutes ces espèces sont des espèces qui dépendent de la banquise. L'ours polaire, c'est un animal marin. On l'oublie là, mais il s'appelle Ursus maritimus. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il Ok. est capable de nager 10 heures non-stop. Hmm. C'est plus un animal marin que terrestre, mais son succès, sa vie dépend beaucoup de la banquise. Pour l'ours chasse, il faut qu'il marche sa banquise puis surprenne les phoques. Parce qu'il ne chasse pas dans l'eau, c'est très, très rare. Ouais. Mais maintenant, quand la banquise fond, les ours passent beaucoup plus de temps à nager. Ils nagent, cherchent des phoques. C'est démontré que le nombre de phoques capturés par un ours a diminué beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Donc, ils sont maigres, ils s'en vont vers le sud, ils essayent d'entrer dans les maisons. Et ils essayent de s'adapter aussi de la façon qu'ils mangent des œufs d'oiseaux. Mais ça coûte cher en énergie, Ouais. aller capturer des petits oiseaux pour ce que ça donne. Vont dans s'approche des humains, parce que c'est ça. L'ours polaire, maintenant, se croise avec le grizzly, parce que c'est presque la même espèce. hein. Ah ouais? C'est la Il y a même des espèce. croisements, il y a des croisements à l'intérieur Absolument. des Là. Il y a une communautés zone où d'ours. les grizzlies, l'ours polaire se croise avec les grizzlies, ça donne des pislis. Les Ok. Français appellent ça des grollards. Ces grollards, c'est un peu... pislis, c'est plus beau, mettons. Là. Ouais. Mais on Ah, l'a ouais. remarqué maintenant que C'est fascinant, beaucoup d'espèces s'adaptent au changement climatique en modifiant vraiment ça a été démontré que même maintenant, tu as les épaulards qui collaborent avec les baleines à bosse pour chasser. Ah ouais. Tout ça, c'est à cause de la raréfaction de la Des ressource. ressources. De la raréfaction de la ressource. Mais l'ours, c'est vraiment un cas... C'est pour ça, moi, quand je vois des gens qui ont beaucoup d'argent puis qui payent des dizaines de milliers de dollars pour juste aller tuer un ours, là. Ah ouais, c'est Ouais. c'est spécial, ça. Ouais. La chasse au trophée, là. On je en vais voit avoir aussi, la tu sais, peau, hein? Des chasseurs des lions, des chasseurs tu sais, de gros gibier comme Mais ça, moi, que, m'écoeure. que c'est purement pour le plaisir, le Oui, sport, mais le si, à la plaisir de rigueur, tu le tuer. manges. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, à la rigueur, c'est quelque chose que tu manges, mais juste pour accrocher la tête dans ton salon, pour dire à tes amis qui viennent te voir dans ton chalet, regarde, j'ai des grosses couilles, esti, parce que c'est Ouais. ça, là. Ouais, c'est ça. C'est le Mais si concours tu de veux, celui avec ouais. les plus grosses si tu veux couilles. vraiment prouver que tu as des grosses couilles, là, fais-le comme le faisaient à l'époque des Romains, là. Ouais, vas-y avec ton couteau. Oui, oui, avec ton couteau de chasse, là, Ouais. puis on lâche le lion dans l'arène. Ouais. On va voir qui Ça, gagne. ça, c'est quelque chose, ça, c'est un argument que moi, je reçois beaucoup, tu sais, en défendant la cause du véganisme, je reçois l'argument des chasseurs qui disent « Ouais, mais tu sais, chasser ta bouffe, tu sais, c'est mâle, c'est masculin. » Puis là, je dis, tu sais, avoir un fusil caché dans une cache pendant 2 jours, à te mettre de la pisse de femelle sur toi, puis à tirer à 200 mètres de l'animal sans que lui te voie, il n'y a rien de masculin et d'héroïque dans cet acte-là. Là, tu sais. Non, Tu sais, prends un couteau puis essaie d'aller tuer un orignal avec un couteau, man. On va s'en reparler. ben, là. c'est sûr. Tu sais, la chasse, je pense que c'est quelque chose, quand c'est bien réglementé, moi, je n'ai absolument rien contre ça. Il faut que ce soit réglementé. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas parce que tu as tué un ours que tu as des grosses couilles, là. Moi, ça... Mais non. Si tu veux faire ça, fais-le comme faisaient les Maasai à l'époque, là. Ouais. Vas-y, là.
Puis après Et ça, on te dit- mange tout Oui. de l'ours, puis couvre-toi de la sa peau. Là. Ben oui. Pour rien gaspiller. Ben, les Inuits, les Naskapi, c'est ça Exact. qu'ils faisaient là. Ouais. Ouais. Les Inuits et Naskapi, quand ils tuaient un animal, c'était pour célébrer la vie de l'animal jusqu'à la fin. Exactement. Ils vont manger la chair, la graisse, ils vont l'utiliser comme combustible, les os, ils vont l'utiliser, les os. Ils vont fabriquer des cordages avec les tendons, ils vont fabriquer des kayaks avec la peau. Ou alors, tu sais, et même la peau, comme tu disais, ils mettaient sur eux, ils disaient, tant que tu portes la peau chez certaines Premières Nations, ben, tu vas garder un contact avec l'animal que Ouais. tu as tué. Et ça, c'est pour moi, ça s'appelle célébrer le caractère sacré de la vie. C'est pas juste dire, hey, je l'ai tiré après avoir avalé 2 caisses de 24. Ouais. C'est pas, Surtout qu'ils tuaient par nécessité. Là. C'est Oui. complètement une question de survie. Tu sais, Oui. les Inuits dans le Nord, tu peux pas faire de Ouais. l'agriculture. La seule manière de te Oui. nourrir, ça va être par la chasse. Donc Oui. là, t'as pas le choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, pas par nécessité, mais par luxe ou par habitude ou par, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est le luxe. Moi, la chasse au trophée, c'est avec ça que C'est j'ai de ça, la c'est ça le difficulté. pire. Le trophée. Ouais. Moi aussi, je suis assez nuancé par rapport à mes propos pour la chasse. Et je trouve que les chasseurs, souvent, ont beaucoup plus en commun avec les véganes que les gens qui achètent de la viande à l'épicerie industrielle, tu sais, à cause de la conscience environnementale, de la conscience du respect de la vie de l'animal. Oui. Mais effectivement, la chasse au trophée qui a directement aucune utilité Ouais. autre que, justement, comme tu disais, faire Se un concours vanter. de qui pisse le plus loin, puis Ben oui. on s'entend qu'il est rendu maintenant. On Ah s'en non, fout un c'est peu, là. absolument horrible. Ça, moi, c'est les deux, en tout cas, là, qui me dérangent. Parce que moi, j'ai plein d'amis qui sont des chasseurs. Je viens Ouais. de l'univers de la Ouais, biologie. Puis, c'est des gens qui respectent le caractère sacré de la vie. Ils respectent ils ont des règlements. Puis, ces règlements sont là. C'est ça qu'on prélève. Puis, il y a des façons de le faire. Puis, ils le respectent. Mais quand tu t'en vas, là, tu tues un gros carnivore aujourd'hui, là. Comme le lion Cécile à l'époque qui avait déchaîné des passions, là. Puis tu le tues, mais c'est juste pour prouver que tu es capable de tuer un gros carnivore, là. Ouais. Ou tu le tues pour enlever la corne, tu sais, comme les rhinocéros, tu sais. Ouais. Parce que tu es convaincu que la corne de rhinocéros va augmenter tes performances sexuelles ou je sais pas quoi, là. Les biologistes disent, rongez-vous les ongles. Parce que Pour augmenter les performances sexuelles. ben oui, exactement, parce que la corne de rhinocéros, c'est juste de la kératine, tu sais. La kératine, tu retrouves ça dans les ongles, dans les poils, dans les plumes des oiseaux, dans les sabots, dans les carapaces de tortues. Ouais. Ça fait que si tu veux économiser, là, Mange tes ongles, puis ça. ronge-toi les ongles. Ah ouais. Puis si tu n'en as pas assez, ben va chez quelqu'un qui fait de la manucure, puis demande-lui de te faire une réserve d'ongles. Tu réduis ça en poudre, ça fait la même affaire. C'est ça, tu mets ça comme la poudre de grillon. Là, Ah ouais. et Eh tu oui. fais des Des muffins aux ongles. muffins à farine d'ongles. Ben, en tout cas, c'est ça que ça devrait être. Ouais. Mais c'est vraiment passionnant. Justement, toi, d'un point de vue personnel, tu dois adorer à chaque émission en apprendre davantage sur quelque chose, tu sais, un autre aspect de la nature, puis après ça, un autre aspect de la vie humaine. Ah oui. C'est de la formation continue. Ah non, N'importe- mais moi, je le dis souvent, c'est une très bonne question. Moi, je le dis souvent. Je dis aux gens, moi, j'ai fait un doctorat en biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Et en faisant cette émission, j'ai appris 2 fois plus que pendant tout mon cursus scolaire. Ouais. Parce que j'ai abordé plein de sujets que j'aurais jamais abordés. Quand tu es venu, on parlait des éphémères, tu sais, Ouais. avec Jean-Pierre Bourassa qui était venu. Un expert des éphémères. Oui, voilà. Et moi, je rencontre... Le monde est rempli de gens qu'on ne voit pas et qui font des choses extraordinaires. Ouais, Et exact. qui méritent qu'on mette la lumière sur eux. Parce que... Et moi, c'est ça surtout. C'est de voir, d'aller chercher des passionnés et qui t'en apprennent, comme tu dis, tous les jours. Tous les jours, moi, je considère que j'ai une vision pas mal, un peu plus multidirectionnelle aujourd'hui des sciences de la nature que quand j'ai fini mes études ou quand j'ai enseigné la biologie, la physiologie humaine ou la biochimie. C'est parce que j'apprends tous les jours. Et tous les jours. S'il y a une certitude dans cette vie, c'est qu'on ne connaît rien. Même si on pense savoir quelque chose, on ne connaît rien. Ouais. Ouais. C'est ça.
l'infini des connaissances qu'il y a à avoir, on connaît seulement. Même la personne la plus éduquée au monde ne connaît qu'une parcelle des connaissances globales qui sont disponibles. Les Québécois ont une expression que j'aime beaucoup. C'est très humble, je trouve, de dire « Même coucher à soir, moi, niaiseux ». Ouais. Ça veut dire que l'état de base, là, c'est niaiseux en commençant. C'est ça. C'est pas très... Ça sera pas plus intelligent. Je peux être sûr que c'est pas des Français qui ont inventé ça, là. Même coucher, moi, niaiseux. Ça veut dire que la base, là, ça, c'est tout le monde est niaiseux en commençant. Et c'est vrai. Tu peux juste l'être un petit peu moins. On peut juste l'être un peu moins. Chaque jour. Oui. Nous autres, on le voit beaucoup là, en faisant cet exercice-là du podcast. Puis, à chaque semaine, on rencontre quelqu'un d'un milieu complètement différent qui connaît son sujet, qui connaît son milieu. Puis, juste à faire les recherches avant, menant jusqu'à l'entrevue ou la conversation. Puis pendant la conversation, on apprend chaque semaine énormément. Là. Vraiment. C'est ça. Moi, c'est pareil pour toi. Ça fait des années que je suis plus à l'école. Puis là, j'ai l'impression à chaque semaine de revenir sur les bancs d'école puis d'avoir une classe de maître. En rencontrant des gens. Exactement. Ben, c'est une façon de voyager. Hein? C'est quand on disait à l'époque les voyages forment la jeunesse. Mais aujourd'hui, l'univers est mondialisé. Donc, tu peux rencontrer plein de gens en étant sur place là, puis qui vont t'amener en voyage dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils cherchent. Puis je pense que c'est comme ça qu'on grandit collectivement. C'est l'intelligence individuelle. Les scientifiques nous ont parlé beaucoup de ça. C'est l'individu, il y a un grand quotient intellectuel, il est intelligent, mais ce n'est pas la valeur. Ouais. C'est le savoir cumulatif, vraiment, comme disent certains anthropologues, qui est important. Le savoir cumulatif, c'est bâtir à partir de ce que nos prédécesseurs ont construit. Parce qu'on ne construit pas à partir de zéro. On arrive dans un univers où les Jacques Cartier sont arrivés ici, ils ont rencontré les Iroquois qui ont leur donné des trucs, sinon ils auraient tous crevé. Hein. Il y a un chercheur américain qui appelle ça ils appellent ça je pense que c'est pas un syndrome, mais l'explorateur européen. L'explorateur européen, il disait, si tu prends l'individu le plus intelligent de la Terre, et tu l'amènes dans un environnement où il ne connaît personne, il ne connaît rien. Il a beau être Einstein, il va crever. C'est vrai. Et les explorateurs européens, quand ils sont partis, à l'époque, l'Europe se croyait comme le nombril du monde. Tu sais. Ils classaient les gens en races, puis j'appelle ça le pâté chinois, là, le blanc en haut, le jaune au milieu, puis le brun en bas. Puis nous sommes les plus intelligents, surtout les Britanniques. Puis ils se sont rendus compte que partout ils vont trouver un savoir cumulatif qui est totalement différent du leur. Complètement. Et toutes les fois où ils ont refusé de tendre la main à ces gens, l'expédition de Franklin, c'en est un, qui voulait découvrir le passage du Nord-Est. Ils sont partis à l'époque où l'Angleterre se croyait le nombril du monde avec leur grosse lainage. Puis ils ont dit, on s'en va, on n'a pas besoin des Inuits pour ça. Là. On est assez intelligent, assez fort l'Angleterre pour le faire, puis ils ont tous crevé. Ouais, c'est sûr. Les Inuits les ont vus dans des scènes de cannibalisme, les derniers. Se bouffer les uns les autres, alors qu'Amundsen, le Norvégien, quand il a décidé de le faire, il a dit, je vais aller m'approprier le savoir cumulatif des Inuits, des gens du Nord. Ils connaissent plein de choses qu'on ne connaît pas. Et la première chose qu'il a appris, c'est de faire des attelages de chiens. D'élever des chiens, de les atteler, d'aller avec les chiens. Et il a appris aussi que les vêtements, la grosse laine européenne que portaient, là, c'était pas chaud comparé à ce que portaient les Inuits. Ça devient humide, puis ça te fait mourir. Voilà. Alors, les Inuits ont rendu Amundsen intelligent. Même si on disait que c'est ça, en fait. Et je pense que c'est ça, quand on rencontre des gens et on les écoute, c'est ça que ça fait, c'est qu'on augmente, on s'approprie le savoir cumulatif des gens. Parce que pour moi, c'est ça qui est plus important que l'individu. Oui. Mais c'est ça qui fait que les humains, on se démarque parce que, tu sais, en soi, un humain tout seul, tu le mets dans la nature, dans une forêt, on n'est pas si fort, on n'est pas fort physiquement vraiment, on n'a pas des mains, on n'a pas des dents qui peuvent, tu sais, on est pas loin fait. d'être agile. Exact, on peut pas comparer à un singe. comparer à un singe, face à face à un ours, à un lion, on se fait détruire, tu sais. C'est ça. Sauf qu'on est devenus les plus grands prédateurs de la planète à cause justement de la manière qu'on est capable de s'organiser. Puis je suis en train de lire le livre Sapiens là, de Henri, c'est une des thèses justement, c'est que l'humain par lui-même, il est rien. Puis même que si on compare notre savoir avec le savoir des humains du temps des chasseurs-cueilleurs, nos cerveaux seraient pas plus développés, peut-être même
moins développé parce qu'on n'a plus besoin d'avoir vraiment tant de connaissances sur notre environnement, tout ça, parce que toutes les connaissances nécessaires sont dans notre téléphone ou dans les livres, les bibliothèques. Exactement. Donc, on emmagasine moins dans notre propre cerveau. Oui. Mais quand tu cumules tout le monde ensemble, puis Oui. tout comment on partage maintenant avec Internet, peut avoir toute l'information instantanée, ben en tant qu'espèce, on en connaît en maudit des affaires. Ah oui, notre force est dans le réseau. Ouais. Il n'y a aucun autre animal, je crois, qui est capable de s'organiser de cette manière-là, puis de partager autant. Tu sais, tu vas avoir des fourmis, tu vas avoir des animaux qui s'organisent ensemble, mais aussi d'être capable de se réorganiser tout le temps. Tu sais, tu regardes à travers les civilisations, à travers les époques, l'humain est capable de, avec son environnement, complètement changer la manière dont il s'organise. Tu sais, s'il habite dans le nord, les Inuits vont s'organiser d'une certaine façon. S'il habite dans tel milieu, il va développer tel type d'agriculture, etc. Fait que c'est super intéressant de voir comment l'humain, on est malléable. Tu sais. Oui, malléable, mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Notre force, c'est le réseau. C'est le réseautage de nos cerveaux. Il y avait... vas-y. Non, vas-y, Père. J'écoutais un documentaire qui parlait des pieuvres. Puis les pieuvres ont vraiment une bonne capacité à transmettre la connaissance à leurs enfants. Oui. Fait qu'admettons, la pieuvre, elle apprend quelque chose, puis elle est capable de le transmettre à ses enfants. Puis il disait que malheureusement, étant donné qu'il n'était pas capable de garder ça sur une base sociétaire... Une base de données. Une base de données, c'est ça, exact. Fait, ça recommençait tout le temps. Oui. Mais il expliquait que si les pieuvres étaient capables de collectivement se rappeler de l'information, se rappeler de la façon de faire, les pieuvres auraient le potentiel d'évoluer rapidement parce qu'ils sont capables de transmettre leur information de façon effective à leurs enfants. Voilà, c'est ça. Il aurait fallu qu'ils inventent la machine à écrire. Oui, exact. Hein? C'est ça. Mais même ceux qui n'avaient pas inventé la machine à écrire, c'est les... on raconte, je pense, c'est dans le même bouquin, ou alors ailleurs, je l'ai vu, mais il parlait un peu de le chef des Incas. Là. Quand Cortés a rencontré le grand chef, parce qu'en Amérique du Sud, là, Amérique centrale, il y avait des armées de des énormes armées, mais ils se sont fait avoir par quelques Espagnols, tu sais, qui sont ils ont attrapé un microbe, puis ils sont tous morts. Oui, il y a le microbe, mais il y a aussi le fait que quelqu'un racontait que la différence entre les deux, c'est que l'empereur des Incas, le chef, il ne savait pas. Il ne savait pas que les Espagnols existent. Et les Espagnols savaient que lui existe. C'est une parce bonne que Christophe Colomb leur avait... quand arrive le moment d'aller rentrer en guerre, de savoir que tu as un ennemi, c'est tout le temps une bonne idée. Là. Donc, tu sais qu'un ennemi, mais aussi, lui, il arrive, puis il dit... Il essaye de t'inviter, puis ils l'ont fait, hein, les Européens, toute la gang. Le code local veut que quand l'autre t'invite, puis tu viennes, puis à un moment donné, il te kidnappe. C'est Jacques Cartier l'a fait avec le chef iroquoien Donnacona, tu sais. Il l'invite dans le bateau, puis il l'enferme, puis il dit, bien, je m'en vais avec toi. C'est les gens disent, ouais, ça se fait pas, ça. Ouais, c'est ça. Quand t'as aucune idée de comment l'humain peut agir. Pas l'amener le chef, vicieuse, là, ça se fait pas. On ne fait pas ça chez nous. Mais exact. Chez nous, c'est pas chez vous. Puis vous ne le saviez pas, mais c'est ça, là. Mais c'est un animal spécial, l'espèce humaine. Ben oui. Tu vois que c'est les plus impitoyables qui gagnent. T'sais. Ah, mais... Des situations comme ça, C'est vraiment dans un monde où est-ce que personnement, le seul qui est capable de mentir devient président de l'univers, le président du monde. Là. Il y en a qui disent que c'est la tricherie a fait évoluer l'intelligence humaine. Ouais, puis on a un bon exemple juste au sud. Là. Oui. C'est un bon exemple juste au sud de comment le mensonge et la tricherie peut t'amener dans des situations de pouvoir. Tu as tellement raison. Là. Oui, ben c'est exactement ça. Parce que lui, on fait le décompte de ses mensonges, mais regarde. Voyons donc, un président peut pas être malhonnête. Oui. Tabarnak. Si tu pars avec l'idée qu'un président peut pas être malhonnête, puis que quelqu'un dit des trucs comme ça, tu le crois, puis tu fais, ben non, il doit pas être malhonnête. Non, vrai, c'est ça. Puis lui, il dit, c'est vrai. Si tu réussis à convaincre ceux qui disent que tu mens, qui mentent, puis convaincre les gens de ça, là, c'est ta parole contre l'autre. Ouais, c'est ça. C'est correct. Chaque fois que tu te fais dire que tu mens, ça te donne de la force parce que ça alimente ceux qui sont sceptiques envers... encore. Ouais. Mais en essayant de déjouer le mensonge des autres, on a développé nos capacités intellectuelles beaucoup, les humains. Parce que tu sais que lui, devant moi, la société humaine étant une société très politique, et la politique et le mensonge sont intimement liés, les demi-vérités, les yeux d'alliance. Alors donc, on essaye tout le temps de savoir, d'anticiper. Qu'est-ce qu'il va faire? Et je pense que ça fait partie des forces de l'espèce humaine. Au-delà de son... Parce qu'il est chétif, c'est vrai, hein? Il est petit. Il ne court pas vite, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas les canines. Exact. Il n'est pas agile, mais je pense que les animaux qui l'ont sous-estimé sont tous disparus. Ouais.
Puis justement, dans ce livre-là, ce qui est intéressant aussi, tu sais, on parlait d'adaptation des animaux, puis il fait la liste des grands mammifères, des grands animaux qu'il y avait en Amérique avant que les humains débarquent. C'est Il y avait des animaux incroyables. Il y avait des chats énormes avec des épées à la place des dents. Là, il y avait des ânes, il y avait des mastodontes. Il y avait des mammouths, oui, c'est ça. Il y avait comment qu'on appelle, des paresseux géants en Amérique qui mesuraient, tu ne peux même pas imaginer. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que partout où l'homme est arrivé, dès qu'il est arrivé, quelques milliers d'années plus tard, la mégafaune a disparu. Exact. Les plus gros, les énormes, sont tous disparus, sauf dans la mer, parce que dans la mer, ils ne pouvaient pas vraiment... Quand on parle de mégafaune, moi, j'ai pas lu ce livre-là. Ça fait référence aux énormes mammifères. Les mammouths, les mastodontes, les oiseaux géants. En Australie, il y avait des oiseaux énormes. Les kiwis originaux là, en Nouvelle-Zélande, est-ce que ça fait partie de ça? Les espèces de gros oiseaux sur leurs deux pattes? Oui, tout ça. Les gros, il y avait des lézards en Australie. Là, le dragon de Komodo, c'était un nain à côté de ça. Là. Ah ouais? C'est des plus gros que ça encore. Okay. En Amérique, tu avais des mastodontes, tu avais des paresseux géants. Dans les îles, il y avait toutes sortes de faune endémique, des gros il y a une loi non écrite dans la nature, c'est quand je suis plus gros que toi, mais tu ne m'écœures pas. Hein? Sauf pour l'espèce humaine. Exact. Et ça, les animaux ne le savaient pas. Ouais. C'est-à-dire que quand un mammouth voyait un humain à côté de lui, il se disait, il n'est pas assez fou pour m'attaquer. Ouais. Mais non, il l'était. Il était fou, comme tu disais tantôt, là. Il va parce trouver qu'ils travaillent en réseau. Ils vont dire, hey Jack, pogne-le à gauche. Mais allez à droite, on va les chasser vers la chute. Ils vont tomber par terre, puis ils vont se casser les jambes. Puis moi, je pense que ça a été... la mégafaune, ça a été ça. Quand ils sont arrivés, les plus gros ont disparu les premiers, partout. En Australie, l'humain est arrivé là vers 35 000, 37 000. 35 000 en Amérique, ça varie beaucoup. On pense que... Entre 10 et 20 000. Oui, c'est ça, la civilisation de Clovis, qui sont passés par le détroit de Bering. Maintenant, les anthropologues disent vers 30. Ah ouais, OK. Entre 20 et 30 000. Mais partout où ils arrivent dans les îles, on regarde, quelques milliers d'années plus tard, tous les géants sont partis. Ouais. Et donc, on ne peut pas ne pas faire le lien avec lui. Non, absolument pas. On n'était pas là comme témoin, mais on soupçonne fortement que c'est eux autres qui ont tout massacré. C'est des équilibres ça prend des millions d'années à s'établir, tu sais, ces animaux-là à évoluer. Puis là, on a un équilibre justement qui fonctionne. Puis là, l'humain arrive, puis tout s'écroule. Tu sais. Et c'est pas juste lui, c'est aussi ces animaux qui l'amènent. Ouais. C'est pas juste lui, c'est qu'il vient avec les chiens, les chats et les rats lui accompagnent aussi dans sa migration. Et dans tous les endroits qui étaient isolés, et comme l'Australie, c'est un bel exemple. L'Australie, les gens sont arrivés puis ont amené les mammifères placentaires. C'est ça. Les mammifères placentaires qu'on a ici, il n'en existait pas en Australie. C'est les marsupiaux qui ont un système de reproduction qui est totalement différent. Mais les mammifères placentaires étant plus efficaces, ils ont tout de suite... C'est les humains qui les ont amenés là? Ah, mais bien sûr. Bien sûr, les chiens, les chats, les rats, et c'est ça. Ça fait que non seulement ils ont causé l'hécatombe, eux, directement, mais les animaux qu'ils ont amenés ont fait l'agriculture et tout ça a fait que partout où ils sont passés, là, ça a été... on le voyait, c'est maintenant... Les gens parlent beaucoup de la 6e extinction. Elle a commencé. Ça fait longtemps qu'elle a commencé. Nous, on le voit, tu sais, je veux dire, c'est vraiment intéressant de faire la rétrospective dans le temps puis dans l'histoire, mais même aujourd'hui, on voit au quotidien des espèces disparaître. Là. Ah, absolument. Tu sais, puis on voit des espèces disparaître de par l'humain, là, carrément. Là, tu sais, à chaque jour, quasiment. Là. Ouais. Puis je me rappelle plus c'est quoi le pourcentage des espèces globales qui existent encore. Qui sont menacées, là. Ouais. Mais moi, je pense, ce que je dis aux gens des fois, je dis, c'est plus simple de dire qu'est-ce qui n'est pas menacé. Ouais, c'est ça. Hein? C'est moins long. Parce que la grande majorité sont menacées. Ça fait que, au lieu de dire il y en a 70% là, qui éprouvent des problèmes, on est mieux de dire il y en a 25% qui sont corrects. Ouais. Pour vrai, là, parce que c'est horrible. Là. Je veux dire, c'est un sablier qui est renversé comme ça et malheureusement, on ne pourra pas le retourner. C'est malheureux. Ça, hein? Est-ce qu'il y a une sorte d'espoir dans la science
admettons pour toi qui est une personne de science, une personne de biologie, est-ce qu'il y a une certaine lueur d'espoir dans le fait que la science un jour va être capable de renverser ces effets-là? Tu sais, on parle par exemple de clonage à certains niveaux avec des ossements qu'on retrouve, d'être capable de recréer une espèce. Ah. Il n'y a pas ça? Ben, moi, je suis tellement... Moi, je pense pas que la solution soit de détruire puis dire on va essayer... Non, mais je veux dire, admettons qu'on réussit à stopper les effets en tant que société, à ralentir le pendule qu'on a déjà lancé. Ouais. Est-ce qu'il y a malgré tout une espèce d'espoir de peut-être qu'un jour, on peut revenir à un Ben, je à pense un équilibre? je pense qu'on est quand même outillé pour faire certaines choses. Mais il reste qu'il ne faut pas oublier que la grande majorité des espèces, c'est des organismes que la nature a mis des millions d'années à fignoler. À fignoler, et qui fit parfaitement dans leur environnement. L'humain, c'est pas un animal qui il est capable du meilleur et du pire, parce qu'au moins les graines, la végétation, il y a aujourd'hui des banques enfouies dans le pergélisol à l'autre bout du monde, là où on met toutes les graines en disant au cas où. À un moment donné, peut-être qu'on pourrait... À un moment donné, ça se peut qu'on ait besoin de ça parce qu'on ne sait pas. Mais pour les animaux, honnêtement, c'est plus complexe. Pour les animaux, une espèce qui disparaît, elle disparaît, là. À moins d'être capable de la ressusciter. Même si tu la ressuscites, tu en ressuscites une ou deux, là. Je veux dire, il y en a plein comme ça qui sont partis. C'est l'exemple qu'on donne souvent aux jeunes, c'est le dodo de l'île Maurice. Le dodo, les marins hollandais sont arrivés là, ils ont vu ce gros oiseau qui fait poc poc puis qui court pas, ils ont joué au baseball avec ça. Ils les ont massacrés, puis on raconte même qu'ils ne mangeaient pas tant que ça parce que c'est juste pour le fun. Ici, la tourte voyageuse, vous connaissez l'histoire de la tourte ici, en Amérique. La tourte, les Québécois disent que la tourtière vient de ce mot-là. Qu'on mettait la chair de ce pigeon voyageur. Au musée Redpath, à l'université McGill, il y a une tourte là empalée, mais la dernière tourte est morte en 1913, dans ce coin-là. Là, c'est quand même récent dans l'échelle du temps. C'était les plus gros rassemblements d'oiseaux de la planète. On les avait ici. Certains explorateurs racontent qu'à vers le XVIIe siècle, il y en a un explorateur britannique qui raconte avoir vu passer dans le sud-est des États-Unis un nuage de tourtes qui cachait le soleil pendant des heures, pendant leur migration. Et à un moment donné, les Américains, dans leur agriculture naissante, se sont mis à les traiter comme de la vermine en disant ça gâche les champs. Et ils sont mis à les tuer en masse, comme ils se tenaient beaucoup sur un arbre, ils tiraient, ils organisaient des concours de tir. Et celui qui en tuait 30 000 recevait un cadeau, il les laissait pourrir les tourtes. Et quand ils ont commencé à construire le chemin de fer aux États-Unis, ils ont découvert que les ouvriers aimaient ça. Ils sont mis à les tuer pour nourrir les constructeurs. Et la dernière tourte s'appelait Martha. Elle est décédée dans un zoo à Cincinnati. Puis ça a culminé. C'est le plus grand génocide animalier de la planète. Après celui du bison qu'on a évité, parce qu'à de justesse. Mais c'est des réalités comme ça. Une tourte, il n'y en aura plus, la tourte. C'est fini. Si quelqu'un veut le voir, il faut qu'il aille au musée puis qu'il voit un empalé. Et pourtant, c'était des milliards d'individus. Les oies, c'est rien comparé à ça. C'est fou. Je me rappelle, Martha, j'avais écrit un texte quand j'écrivais pour des jeunes, pour les éditions Passe-Temps. J'avais fait un texte des 10 des animaux éteints qui étaient les plus fascinants. Puis je me rappelle avoir écrit sur Martha, la tourte, la dernière tourte voyageuse. Qui était dans un zoo, c'est ça? À Cincinnati. Il est décédé là-bas. Ils ont essayé, mais gars. Il n'y a rien à faire, et tout seul. C'est fini, là, de plusieurs milliards d'individus à un individu. Mais la tourte, c'est fini. Puis pour beaucoup d'animaux, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sur le respirateur artificiel. Puis on ne sent pas la volonté. Les gens parlent beaucoup du climat, parce que le climat, les niveaux des mers vont augmenter. Ça nous touche, nous, personnellement. C'est pour ça que les gens sont plus affectés mais par le climat. La perte de la biodiversité. C'est grave, c'est massif, c'est énorme. Ça, on le voit. On le voit. Tous les grands carnivores, les grands herbivores sont sur le respirateur. Il y a une espèce qui a réussi à semer l'espèce humaine et qui est peut-être le roi de tous les animaux. On le sous-estime, c'est le chat. Le chat? Le chat. Le chat a un pouvoir de sorcellerie sur l'espèce humaine. Tout le reste, là,
Mais le chat a réussi, il ne sert à rien, le chat. Ouais. Absolument rien. Même un chien, tu lui dis, va chercher ça, garde la maison, surveille les vaches, donne-moi la pâte. Mais un chat, il a réussi. Tu sais, dans l'Antiquité, les chats, là, on les a accusés de sorcellerie beaucoup. Ouais. L'Église avait une bulle pontificale pour dire que les chats pactisent avec le diable le soir. Puis les sorcières montaient sur des chats noirs, ils étaient accompagnés, et les gens tuaient les chats. Tu sais. Mais même en Égypte, c'était regardé comme une Égyptiens, espèce... c'était un roi. C'était un roi, Ouais. c'est ça? Oui. Le chat était roi, là. Le chat était roi en Égypte. Les Égyptiens, peut-être que c'est eux qui ont mieux compris la Ils ont chose. compris le C'est que chat. le chat a un pouvoir magique sur nous. La déesse égyptienne s'appelait Bastet, avait une tête de chat. Et on raconte dans la mythologie égyptienne qu'à un moment donné, il y a un gros serpent noir qui avait avalé le soleil. Puis le grand dieu a envoyé le chat pour attraper le poisson puis lui faire recracher le soleil. Et les Égyptiens adoraient les chats. Donc, tu vois, quand quelqu'un avait perdu son chat, il se rasait les sourcils Ah ouais? en signe de deuil. Et quand tu tuais un chat en Égypte, tu pouvais être condamné à mort pour ça, Ah ouais? à l'époque. Le chat était intouchable. D'ailleurs, je ne me souviens plus quelle peuplade a attaqué l'Égypte et qui avait à un moment donné appris que les Égyptiens ils déifiaient tellement les chats qu'ils ont dit la seule façon de les déstabiliser, c'est de les catapulter des chats. Tu sais. Parce que ça va les traumatiser. Et puis, Avec l'armée raison. était en déroute. Avec Juste, raison. ils ont catapulté des chats, puis ont mis l'armée en déroute. Tu sais. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils atterrissaient toujours sur leurs quatre pattes. Peut-être c'est eux qui ont fait l'expérience. Ouais, c'est vrai qu'ils ont 9 vies. Ça prend 9 catapultes pour Mais les tuer. regardez le chat. Le lion, c'est pas le roi de la savane. C'est le chat qui est le roi des animaux. Il est dans les bungalows, dans les appartements. Il ne fout absolument rien. Il dort. Il se laisse caresser quand ça le tente. Parce que lui, c'est un roi, le chat. Mm. Il y en a presque, on parle de presque 1 milliard de chats sur la planète. C'est le seul animal qui est en explosion démographique partout sur la planète. Puis, c'est dont aussi- des millions, des dizaines de millions de chats errants qui causent des hécatombes dans la biodiversité. C'est écœurant. Ouais, ouais. Et Mais- puis, C'est ça, tu sais, les chats, en plus, c'est les seuls animaux de compagnie qu'on peut retrouver dans la nature, pas dans la nature, mais qu'on peut retrouver sans domicile, Oui. qui subsistent quand même très bien. mais tu sais pourquoi? Parce que le chat, je pense, le chat, il n'a jamais été domestiqué par l'humain. Même encore aujourd'hui. Il est venu tout seul. C'est lui qui a décidé. Les chiens, on est allé chercher des loups ou des bébés loups pour les acclimater. On est allé chercher la vache, vient de l'oroche. Ouais. On l'a fait, le cochon vient du sanglier, le mouton vient du mouflon. Tu sais. On les a domestiqués, changés. Le chat, il est venu tout seul à la maison. Ouais. Et on a trouvé ça intéressant parce qu'on commençait l'agriculture, puis on avait des greniers, puis les souris mangeaient nos récoltes, le chat mangeait les souris et tout. Et on a dit, on est content de cette petite bestiole. ouais. Il est très bon, il donne pas la patte, il nous emmerde, mais on va l'accepter quand même. C'est lui qui nous a domestiqués, en fait. Voilà, c'est ça ma théorie, moi. Oui, exactement. L'humain est un animal domestiqué par les chats, puis il ne le sait pas. Ouais. Il ne le sait pas parce qu'ils sont là. Ouais. Ils font leurs petits yeux cute pour... Ils mangent bien, ils se couchent. Ouais. Ils ont un toit, ils ont de la nourriture, ils ont tout ce qu'ils ont on besoin. ne sait pas ce qu'ils font de leur journée. Ouais. Ils sont là, mais ils exercent un magnétisme sur l'espèce humaine. Je serais regarder le nombre de vidéos de chats qu'il y a sur YouTube, Non, c'est la mais c'est la gars, preuve. Oui, mais oui. Ah, mais il y a des chats maintenant, même des villes qui ont élu des chats comme maire. En Alaska, des chats qui héritent de millions de dollars de leurs propriétaires. Des chats qui ont des abonnés à Twitter. Ouais. Écoute, c'est Il y a fantastique. des pages sur Instagram de chats Oui, très célèbres. c'est fantastique. Ouais. En fait, c'est des œuvres d'art, peut-être aussi. Moi, c'est l'autre théorie que je dis, c'est que le chat, c'est une œuvre d'art vivante. Parce que c'est un animal beau. Vraiment. Il est équilibré, il est beau, il a des yeux magnifiques. Il y a un cri qui rappelle le bébé humain. C'est Konrad Lorenz. Konrad Lorenz était un grand éthologiste autrichien qui a eu le prix Nobel. Et Konrad Lorenz disait les humains sont attirés par les animaux qui ont un munois comme ça, avec des yeux ronds et qui lâchent des cris qui ressemblent au bébé humain. Et le chat, ça répond exactement à ça. Le chat, le blanchon. Tu sais, le blanchon, tu vois comment les gens se déchirent pour protéger des blanchons? Le phoque adulte, il n'y en a rien à foutre. Ouais. Mais le blanchon, il a les yeux ronds comme ça, vitreux. Ouais. Le chat, c'est exactement la même chose. Tu sais, et puis le chat, quand il crie, les biologistes disent que les chats, en vivant chez les humains,
ont même adapté leurs cris pour vraiment toucher le cœur de l'humain. Ben, c'est extrêmement intéressant Ça d'entendre ressemble au parce cri que, d'un bébé. parce que quand tu réfléchis, puis t'imagines un bébé naissant ou de quelques mois seulement qui te regarde Oui. toujours avec les grands yeux ouverts, puis qui rit, puis qui fait des petits... Oui. Puis ça rappelle un Mais chat. tout le monde veut exactement. protéger le bébé. Tout Ouais. le monde veut l'avoir. Tout le monde veut que tout aille pour le bébé ici. Ouais. Et le chat, je pense que c'est ça. C'est une œuvre d'art qui est arrivée chez nous, puis qui est là. Puis il a ensorcelé l'espèce humaine. Comme ça, l'Église avait raison à l'époque. Ouais, c'est des Sauf que sorciers. l'Église, lui, demandait de tuer les chats, ce Ouais. qui était triste et malheureux. Mais c'est vrai que le chat a ensorcelé l'espèce humaine. Pour vrai, là. Mhm. Mais il y a un problème. Et ça, le lobby, parce qu'il existe un lobby du chat aussi, les gens qui adorent le chat beaucoup. Un problème, ils Il y a ne veulent un pas lobby de entendre. tout. Ils veulent pas entendre aussi l'effet que le chat a sur la L'effet biodiversité. négatif que le chat peut avoir. Les Australiens, ils en arrachent avec les chats parce qu'il y en a des millions en liberté et ils tuent les petits oiseaux, les petits mammifères, ils en tuent. Parce que le chat, même s'il vit au 10e étage sur un immeuble, un condo de luxe, tu le descends en bas, il sait encore comment chasser. C'est ça l'affaire. Non. T'enlèves pas le prédateur du chat, là. Non. Jamais. Et il retourne à l'état sauvage. C'est le seul. Ouais. Le seul que tu peux retourner là, puis il n'y a aucun problème là. Parce que tu sais, les gens qui sont les véganes comme Ouais. toi là, Ouais. tu sais, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut libérer les animaux, tu sais, libérer les animaux, mais tu les libères où? Il n'y en a aucun qui survivrait. Là. Mais non, parce que Ouais. ces animaux-là qui demandent de libérer, ils n'existent pas dans la nature. Ouais. La vache là, Il n'a jamais existé. son là, ancêtre, c'est le nature. roche là, il Ouais. est parti il y a longtemps. La vache, elle ne Ouais, sait ouais. pas comment. Même les chiens là, Mm. ils les libéraient. Les moutons, ils iront, ouais, c'est les coyotes vont s'en taper, puis ils vont finir. Là, tu sais. Ouais, ouais. Mais C'est, le chat, lui, il échappe pas ça. C'est Ouais, un- lui, il va être correct. Ouais. Mais ça c'est un paradoxe qui est extrêmement intéressant, même la philosophie végane. Des animaux de compagnie, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. C'est quoi la façon d'aborder cette question-là? Puis j'écoutais un gars sur YouTube qui s'appelle Earthling Ed qui fait des vidéos. Lui, c'est un vegan, puis il fait des vidéos à caractère philosophique du véganisme. Puis il explique que, tu sais, demain matin, tu prends un chihuahua, tu le lâches dehors, puis il fait 2 jours, même pas, là, tu sais. Ouais. C'est terminé Moi, ça dépend. rapidement. Avec les coyotes qui rentrent en ville, là, Ouais, pas c'est sûr ça. qu'il va faire 2 heures. C'est ça, exact. Puis tu sais, toutes ces espèces-là, si vraiment la philosophie végane va au maximum, qui est de ne pas exploiter les animaux, puis on s'entend que les animaux de compagnie, probablement que si tu leur laisses le choix, nécessairement, ils préféreraient ne pas être là, tu sais. Puis si tu les laisses partir, c'est juste terminé pour toutes ces espèces-là. Mais oui. Puis c'est la même chose, comme tu disais, pour tous les animaux d'élevage. Le cochon, pas le cochon, le wild boar, là, pas le sanglier, mais le cochon, le porc Oui. là, qu'on mange, là, le porc du Québec. Lui, il n'a aucune chance Mais non, dehors. parce qu'il n'a jamais appris à Aucune. Il n'est pas capable de marcher, il est trop gros. Ben oui. Tu sais, fait que toutes ces espèces-là, si la philosophie végane va à son comble, sont vouées à l'extinction complète. Ben oui. Puis c'est un peu contradictoire de penser ça, tu sais. Ben oui. Maintenant, quelle est la solution pour se sortir de ça, tu sais, en tant que vegan? Quelle est la façon qu'on peut aborder la question? Comment vous voulez faire ça? Ben, je pense que la T'as réponse... remarqué que j'ai dit vous voulez faire ça? Ouais. la réponse, je crois que c'est juste tu sais, en faisant une transition jusqu'à éventuellement être capable de peut-être faire des élevages qui sont pas dédiés à la consommation, qui sont pas dédiés à la terminalité de la vie, tu sais. Fait que de dire, OK, on a amené la situation là par nos choix à nous de domestiquer, de faire génétiquement modifier des espèces qui sont rendues complètement inaptes à la vie sauvage. Fait que maintenant, on va dealer avec les conséquences de nos propres décisions, puis on va les élever encore, mais pas Pour dans qu'ils mènent des une belle vie. conditions dramatiques, complètement non éthiques, puis dans des conditions qui vont juste vivre leur vie. Tu sais. Ouais. Mais tu vois, c'est un questionnement que j'avais. Puis quand on a reçu Jean-Philippe Cyr, qui est un chef vegan, Ouais. puis un Jean-Philippe. un ouais. grand porte-parole Je sais de c'est qui, la ouais. cause végane. Puis
C'est ça, je lui ai posé cette question-là. Je dis, mais tous ces animaux-là, les cochons, les vaches, les animaux d'élevage, si tout le monde devient vegan, ils n'existeront plus. On n'aura plus besoin d'eux, puis il n'y en aura plus. Puis il m'a répondu oui, mais si t'es pas né, tu peux pas souffrir, tu sais. Puis il a raison sur un sens, que ces animaux-là, ils naissent pour vivre une vie de souffrance. Misérable, moi. Ouais. C'est comme si moi je sais que, mettons, si je pourrais mettre un enfant au monde en ce moment, par exemple, si je sais qu'il va vivre dans des conditions de vie exécrables, je vais attendre que, mettons, d'être dans une meilleure position ou tout ça, pour pouvoir lui donner la meilleure vie possible. Puis il ne saura pas, celui qui est pas né, tu sais, il est jamais né, il ne peut pas avoir souffert. Celui qui est encore dans cette forme-là, il ne saura pas. Celui qui est encore un On sait jamais, hein? C'est sûr que du point de vue de l'espèce, ben là, oui, c'est triste parce que c'est une espèce qui disparaît, mais au moins les individus de cette espèce-là. Ben, c'est sûr que c'est une philosophie qui touche. Il y a des gens que ça habite très profondément. Ouais. Et c'est un sujet qui est très divisif parce que. Énormément. Beaucoup. Mais je pense que ça va prendre du temps. Ben oui, non, Ça va prendre. Il y a des civilisations qui sont plus proches de ça que nous. Que la civilisation occidentale, mettons là. En Inde, il y a beaucoup plus de végétariens les autres sont habitués, mais convertir les gens au végétarisme pour demain là. Moi, je pense que la première chose qu'on devrait essayer peut-être de promouvoir, c'est un élevage responsable, surtout un élevage de proximité, c'est de dire aux gens, OK, si la viande fait partie de votre nourriture, peut-être qu'on devrait travailler collectivement à améliorer le bien-être animal, de l'améliorer. Commencer par ça, parce que de penser... je regarde ça de l'extérieur et je regarde cette discussion un peu comme le climat. Le climat, il y a des jeunes qui sont très une gauche un peu extrême qui disent qu'il faut changer tout radicalement, mais ça ne se fera pas. Et pour ce domaine-là, c'est pareil, mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis commencer par dire aux gens, faisons mieux, là. Essayons de responsabiliser les gens, puis de juste d'être conscient qu'un animal, là, ils ont des émotions, les animaux. Puis il ne faut pas oublier ça maintenant. Et je défie quiconque de lire le dernier livre de Franz Wahl. Franz Wahl qui écrit beaucoup sur les grands singes, qui a écrit L'émotion animale. Puis de se rendre compte que ça existe. Puis tout ce qu'on pensait que ça n'existe pas chez les animaux, on se rend compte que même les rats ont une intelligence extraordinaire. Puis ils comprennent des choses, puis ils sont conscients de ce qu'ils vivent des fois. Les homards, ils ressentent la douleur quand on les met dans l'eau bouillante. Les homards, oui, mais je sais pas. Ouais, mais j'imagine. Moi, je dis aux Blancs, si vous pensez que ça fait pas mal, de toute façon, prenez un piment fort, là. Le piment fort est au blanc, ce que la cuisson est au homard. Tu vas changer de couleur, tu vas comprendre. Un ghost pepper. Mais je veux dire, dans l'hésitation, comment je pourrais dire ça, on ne sait pas. C'est quand on ne sait pas, là. Quand tu regardes des vidéos des Européens, là, dans le passé, les Français, par exemple, comment ils se comportaient avec les animaux, les anguilles vivants. Tuer le truc, même des émissions de télé où tu vois l'animal encore il bouge encore dans l'assiette. Là. Ouais. Et là, ça, tu dis, oh non, ça ne peut pas être ça, là. C'est manquer de respect au caractère sacré de la vie aussi, ça, c'est pour moi. Mais il y a un équilibre à atteindre entre les deux. Entre le véganisme et le carnivorisme extrême. Il y a un équilibre qui doit peut-être mener à une diminution progressive. Tu sais, moi, c'est mon combat quotidien. Là, oui, je sais. D'amener une diminution. Que tout le monde fasse à son propre rythme, parce que le moindrement qu'on diminue la demande, tranquillement, là, va changer. Tranquillement, les méthodes... Tu sais, si les industries n'ont plus besoin de fournir... de façon industrielle, puis d'abattre 60 milliards d'animaux par année, puis que là, peut-être que les conditions vont devenir meilleures, puis c'est déjà un pas vers la direction optimale. L'équilibre. Dans toute chose, c'est l'équilibre que ça prend. Moi, je pense que les deux extrêmes, là, c'est très rare que les deux extrêmes soient la solution. Exact. C'est ça, dans une discussion. Parce que la vie, c'est au centre que ça se passe. Ça veut dire qu'il faut que chacun accepte de se déplacer vers l'autre, puis on trouve une solution de compromis au centre. Et peut-être que la transition se ferait comme ça aussi, parce que les deux parties ont raison. C'est quand j'entends des fois
Il y a des véganes qui sont très véganes, très militants, là, que tu entends dire, non, l'humain, c'est pas un chasseur. Mais oui, l'humain est un chasseur. L'humain, là, c'est un chasseur. C'est un cueilleur, c'est un pêcheur. Ça a toujours été ça. Ça fait 2 millions d'années que les humains mangent de la viande, là, apparemment. Ah oui, ils en mangent. Peut-être qu'on a surestimé la quantité Ouais. qu'ils mangeaient avant, parce que je pense que la théorie du chasseur qui court après le mammouth avec une roche qui a taillé, là, c'est un peu exagéré, un peu. Mais il reste que la viande a fait partie de l'espèce humaine. Puis quand on s'intéresse aux sciences de l'évolution, puis on regarde ça de très près, on se rend compte que même notre physiologie a changé à cause de la viande, mais aussi des produits marins. Les gens mangeaient du poisson. Il y a une frange des biologistes de l'évolution qui militent pour le rivage. C'est des cueilleurs de coquillages, puis des mangeurs de poissons. Il y a un prof de l'université de Sherbrooke qui a une théorie extraordinaire là-dessus, qui dit que peut-être l'intelligence nous vient beaucoup plus des produits de la mer que de la chasse dont on parle souvent. Mais Sauf les que poissons aussi n'aiment pas qu'on les mange. Hein. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais que les plantes aussi n'aiment pas qu'on les mange, PH. Il faut que je te le dise. Faut que j'en profite pour te dire que les plantes, on les a sous-estimées beaucoup. Est-ce que les plantes sont sentientes? Sont quoi? Est-ce qu'ils ressentent les émotions? Mais les plantes n'aiment pas les prédateurs aussi. Hein? Moi, les plantes n'aiment pas ça. C'est sûr que nous, on a toujours regardé les plantes comme des espèces figées dans la terre et qui végètent. Quand quelqu'un fait rien, on dit végète. C'est un peu réducteur. Végéter, ouais. Mais aujourd'hui, si tu savais la quantité de choses qu'on découvre sur les plantes, sur leur capacité à se défendre, sur toutes les alcaloïdes que les plantes ont développées pour se protéger des gens qui les mangent. La caféine, tiens, café. Caféine, la théine. Ce sont 2 alcaloïdes qui ont été développés par des plantes de la famille du café. Pourquoi? C'est pour tuer des parasites. Pour tuer les parasites qui les mangent. L'espèce humaine est dépendante aux drogues développées par les plantes. Mais il y a beaucoup, ce qu'on appelle les huiles essentielles, c'est beaucoup des molécules qui ont été développées par les plantes pour dire aux animaux qui n'ont pas un rôle dans leur cycle, ne me mangez pas. On parlait des piments forts. Voilà, c'est la même chose. La capsaïcine du piment. Au début, ça a été beaucoup pour contrôler les micro-organismes, c'est les champignons, les bactéries dans la nourriture. Mais les mammifères qui n'ont aucun rôle dans le cycle du piment, ils se font piquer par la capsaïcine, mais les oiseaux qui disséminent les graines de piment et qui les font germer ailleurs, c'est des amis du piment. Donc la capsaïcine ne touche pas les oiseaux, mais ils nous bousillent, nous autres, la bouche. Mais tu sais que maintenant, on a découvert que les plantes, tout ce qu'on pensait exclusif aux animaux quasiment existe chez les plantes. C'est juste un principe de survie, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de perpétuer tes gènes aussi en grande partie. Donc, on a trouvé même des plantes tueurs d'animaux qui tirent. Une expérience qui a été faite en Afrique du Sud où on prenait des koudous. Le koudou, c'est une antilope d'Afrique du Sud. Puis le gars, il voulait faire de l'élevage de koudous. Puis donc, il les a mis dans un enclos. Puis, il y avait des acacias dans l'enclos. Puis, les koudous, comme ils mangent les acacias, il s'est rendu compte que les animaux qui étaient dans l'enclos, ils maigrissaient. Puis, comment ça, ils maigrissent, puis ils ont de la nourriture. Puis, à un moment donné, les animaux sont morts. Puis là, ils font des contenus stomacaux pour voir ce qui s'est passé. Puis, ils se rendent compte que les feuilles d'acacia n'ont pas été vraiment bien digérées par les animaux. Puis, ils se sont dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, en analysant les feuilles d'acacia, ils se rendent compte que les feuilles d'acacia étaient très, très concentrées en tanins toxiques. Et pourquoi? Parce que les acacias, quand le koudou mangeait l'acacia ici, l'acacia envoyait des informations aux autres acacias dans la direction du vent pour leur dire « Préparez-vous, il y a des prédateurs qui arrivent, des broutards ». Et les autres acacias synthétisaient des tanins toxiques et les concentraient dans leurs feuilles. Et ils ont tué les animaux. Ça existe chez les plantes. Et plein d'autres, des plantes qui sont capables de reconnaître des membres de leur famille par les racines, des grands-mamans qui partagent avec les petits en bas, des plantes qui sont capables d'avoir un certain sens du son, de l'odeur. Et c'est fascinant. Il y a un livre qui a été écrit par un physiologiste italien qui s'appelle « L'intelligence des plantes ». C'est quelque chose, là. La seule différence, maintenant, parce que je t'ai dit tantôt que les plantes n'aiment pas être mangées. La seule différence avec les animaux, c'est que les animaux, quand tu leur prends 50%, ils vont mourir. Si quelqu'un venait là, puis il te coupe au milieu,
Sauf que les plantes, ils peuvent perdre jusqu'à 90% de leur partie végétative, puis ils se remettent à pousser. Ouais. Donc, on peut leur en prendre quand même. On peut leur en prendre. Ouais. mais tu vois, ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est fascinant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, en tant qu'humain, on a un devoir moral. Parce qu'on a la capacité de discerner la morale. On a cette capacité-là qui n'est pas une capacité qui est à tous les animaux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce devoir-là, si on prend en considération, justement, tu sais, au niveau des animaux, si on prend en considération qu'on n'a pas le droit qu'ils ont le droit de survivre, puis si on prend la considération avec ce que tu viens de dire, que les plantes aussi ont ce droit-là à la survie, ont le désir de se perpétuer. J'ai pas parlé de droit. Hein. J'ai juste dit, en fait, que... Les intérêts, appelons ça intérêt à la place de droit. Disons que le besoin de se perpétuer. L'intérêt à la survie. À la survie, oui. Les plantes ont ça aussi. Puis si on considère que toutes ces espèces-là, que ce soit de plantes ou d'animaux, ont l'intérêt à survivre et que nous, on a un devoir moral en tant qu'animaux moraux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ne pas abuser. Ne pas abuser de ça? Une chaîne alimentaire, c'est ça. C'est chacun mange celui qui le précède et devient la nourriture de celui qui le suit. Mm-hmm. Et à la fin, il reste les super prédateurs, auxquels personne ne touche, quelque part. Mais les super prédateurs, généralement, dans une chaîne alimentaire, il n'y en a pas autant que ceux qui sont en bas. Parce que sinon, ce serait une catastrophe. L'humain, lui, s'est reproduit et il y en a en quantité industrielle. Donc, le bug, il est là. Je veux dire, si on veut nourrir combien de milliards, les projections. Tu as lu Harari, là? Ouais. Il parlait de combien de chasseurs-cueilleurs il y avait sur la Terre, là. Ouais. Il y a 10 000 ans. Ouais, c'est ça. Avant la sédentarisation, il y a 10 000 ans au néolithique, là. C'était des petits nombres. Il n'y en a pas beaucoup, là. 1 million. Et regarde maintenant une Terre où tu as une population de super prédateurs qui augmente incessamment, d'accord? Et ce n'est pas juste ça, c'est que le super prédateur en question, c'est un insatisfait. Il est flanqué d'une génétique d'insatisfaction. Parce qu'un ours polaire, là, il mange du phoque, puis il mange du phoque. Ouais. Il est content. Il en tue un phoque marbré et il s'empiffe de la graisse, puis le lendemain, la semaine suivante, il tue un phoque marbré, puis il s'empiffe de... C'est ça. L'humain, lui, il est insatisfait, il veut tout. Il veut du sushi, il veut manger de la gazelle, il veut manger du poisson, il veut manger du thon, il veut essayer ça. Et il veut ramasser le plus possible. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait. Même quand il y a 1 milliard, il en veut plus. Ouais. On a le problème qu'on a, l'espèce humaine, pour moi, c'est ça. C'est la génétique d'insatisfaction. On en veut tout le temps. Et on ramasse notre part, on ramasse la part des autres et on emmagasine ça. On emmagasine pour pouvoir vivre. Il y en a qui ont pour vivre 1000 ans. Ouais. Alors qu'ils ont une espérance de vie de quoi, 100 ans maximum. Ouais. Mais ils en ont ramassé 52 milliards. Ouais. Et ils continuent à raser des forêts pour en ramasser encore. Puis moi, je pense que c'est là qu'il faudrait travailler. C'est désactiver. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. La génétique d'insatisfaction de l'humain. C'est intéressant comme contexte. Quand on était justement à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on était un petit nombre, puis on était dans cette chaîne alimentaire-là, dans notre environnement, dans cet équilibre-là qu'il y avait, puis on n'avait pas encore commencé à modifier l'équilibre, puis on se faisait manger par les lions. Oui, on avait des prédateurs des fois. On avait des prédateurs, puis on était juste un animal parmi d'autres. Voilà. Puis là, quelque chose justement dans le livre d'Harari qui est intéressant, c'est là où tout a changé, c'est quand il est apparu l'agriculture. Oui. Parce que là, tout d'un coup, on pouvait seulement, tu sais, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on pouvait seulement manger puis subvenir nos besoins de ce que notre environnement pouvait nous produire, tu sais. Puis on pouvait pas avoir des familles, on pouvait pas faire 15 enfants parce que je pourrais jamais nourrir mes 15 enfants avec ce que j'ai apporté. En tout cas, si tu en fais, tu n'es pas être sûr que la moitié vont mourir. C'est ça qui arrivait aussi. Ouais. Puis là, lui, il appelle ça le piège du luxe. C'est qu'une fois qu'on a commencé à faire de l'agriculture, on a eu plus de ressources, plus de nourriture. OK, on va faire plus d'enfants. Il faut nourrir tout le monde, mais là on est plus d'humains. OK, mais il faut produire plus. Oui. Puis là, c'est toujours plus. On fait plus d'humains, il faut produire plus. Puis là, on se devient piégé, puis on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut jamais reculer. Non. Parce que dès qu'on recule, ben là, ça fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim, ça fait qu'il y arrive des choses. Ouais. Puis on est super à la merci de... Il arrive une sécheresse, il arrive une inondation, une catastrophe climatique. Puis
Puis on a des gros problèmes parce que là, on n'est plus capable de subvenir aux besoins de tout le monde. Puis lui, se questionne beaucoup, c'est est-ce qu'on a vraiment amélioré la condition humaine? Est-ce que les humains sont vraiment vivent mieux depuis l'agriculture? Lui, il n'en est pas certain, tu sais. Parce que, justement, tu sais, c'est un luxe auquel on s'habitue très rapidement puis qu'on ne peut plus s'en départir. Puis là, on devient anxieux, tu sais. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'étaient pas anxieux de dire « je vais manquer de nourriture ». Il y en avait, tu sais. Oui, mais quand là, il y en avait, on en mange beaucoup. Puis, là, il faut que tu vois des années à l'avance. OK, il faut qu'on stocke dans les greniers parce que sinon, on va manquer de blé puis tout ça. Fait que l'humain est devenu anxieux à ce moment-là, tu sais. Puis justement, là, je fais un parallèle avec ton dernier livre où tu parles de ta mère, puis tu disais on a construit un bâtiment avec l'air climatisé, avec tout ça. Oui. Puis, c'est livre. On y a construit pour qu'elle aille, tu sais, du luxe. Du confort, tout ça. On voulait comme qu'il finisse ses derniers jours qu'il est dans le luxe. Exactement. Puis elle a dit non, je ne vais pas y aller. J'ai pas besoin de ça. Si je m'habitue à ça, s'il y a une panne d'électricité, je vais avoir des problèmes. Je ne serai pas bien. S'il y a ça. Puis je suis heureux avec ce que j'ai. J'ai pas besoin de plus. Exactement. C'est vraiment. C'est sa théorie, le confort. Sa théorie du confort. D'avoir la lucidité. Le confort diminue notre chance d'être heureux en tout temps. Oui, c'est ça. Mais d'avoir la lucidité de reconnaître ça puis de savoir que non, si j'en ai plus, je veux toujours en vouloir plus. Puis j'ai pas besoin. Puis mais on l'a, ça. Oui, c'est ça. On l'a. C'est un chercheur américain qui s'appelle Michael Widerman a développé une théorie là-dessus. L'insatisfaction chronique, génétique quasiment chez l'humain, c'est ça qui nous a fait évoluer. L'insatisfaction chronique. Chronique. C'est beau. C'est ça qui a développé notre intelligence. En grande partie. On parlait tantôt de la ruse, le mensonge aussi. Mais l'insatisfaction nous a poussé à nous gratter le coco. L'insatisfaction et la peur de la mort nous ont amenés sur le chemin de tout le temps gratter la tête pour dire, écoute, j'ai un petit bateau, mais le bateau, il va très lent ici. Il faut que j'aime les autres. Il faut que j'invente quelque chose pour aller plus vite. Je vais travailler les rames. Après ça, il est petit, il faut qu'il soit plus gros. Je ne suis pas encore satisfait. Je vais y mettre un moteur. Non. Écoute, 2 moteurs, 3 moteurs, jusqu'à ce qu'on arrive à des énormes bateaux, mais on n'est pas encore satisfait. Pas fini. Et donc, il y a ça. Et aussi, il y a la peur de la mort. On a un gros cerveau qui est hyperactif. Et le cerveau humain, c'est 2% de la masse du corps et il consomme 20% de l'énergie. C'est quelque chose, ça. C'est énorme. Et chez les enfants, c'est encore plus. C'est moins de 2% et ça consomme jusqu'à 73% de l'énergie chez les bébés. Tout le gras qu'on développe... C'est pour ça que les bébés dorment tout le temps. Oui, ils dorment, mais le gras, ils viennent gras quand ils viennent au monde. Mais tout ce gras sert au métabolisme du cerveau. Et donc, ce cerveau-là, il est hyperactif aussi. C'est qu'il est capable d'être là, de retourner dans le passé et se projeter dans le futur. Ce qui n'est pas très certain pour les autres animaux. Et nous, on voit le futur et on voit la mort arriver ici. Puis on veut la repousser parce que ça nous terrorise depuis l'aube des temps. Ça n'a pas changé, ça. Et on essaye tout le temps de chercher la médecine, la magie noire, la pharmacie. On a inventé tellement de choses juste pour damer le pion. Et maintenant, on parle du transhumanisme. Maintenant, les Google et compagnie investissent maintenant beaucoup pour dire, écoute, la mort, ce n'est pas une fatalité, c'est un ennemi. Et il faut le repousser comme on a repoussé les maladies. Et c'est ça, ils mettent beaucoup d'argent maintenant. Il y en a qui le considèrent vraiment comme une maladie. Oui, exactement. J'écoutais... c'est David Sinclair qui s'appelle. C'est un chercheur de Harvard qui étudie le vieillissement. Oui. Puis comment repousser le vieillissement. Puis là, ils ont réussi à renverser les effets du vieillissement sur la levure. Oui. Fait qu'ils sont capables sur de la levure, qui est un organisme vivant, ils ont réussi à renverser les effets du vieillissement. Puis là, ils sont en train de travailler pour être capables de ralentir, peut-être renverser le vieillissement chez les humains. Ah, ben oui. Mais ça, il y a tellement de projets là-dessus. C'est pour ça, ça va plus loin que ça. Les gens, ils parlent même maintenant de tout enregistrer ton cerveau au complet sur un disque dur. Exact. Là, ça, c'est avec remplacer ton système immunitaire. C'est vraiment le transhumanisme, il y a le vent dans les voiles. Et les grandes entreprises ont compris que ce qui terrorise le plus l'espèce humaine, c'est de mourir. C'est fini, là, terminé. J'ai 52 milliards, puis là, c'est fini, là. C'est terminé. Alors, j'ai passé toute ma vie à ramasser de l'argent avant de mourir. Ah, mais regarde, si tu leur dis, donne-moi les 50 milliards, puis tu vas vivre encore plus longtemps, ils vont te le donner. Imagine. Celui qui va trouver ça. Du point de vue individuel, c'est alléchant, c'est intéressant. C'est horrible, même moi. Jamais mourir. Oui, mais tu sais, je peux comprendre l'attrait pour plusieurs de dire
mais mon esprit, ma conscience va continuer d'exister dans un ordinateur où je vais rester jeune toute ma vie. Mais du point de vue de l'espèce, du point de vue de la planète, justement, on parlait d'équilibre tantôt. Qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va faire? En tout cas, moi, j'aimerais pas être là pour voir comment ça. qu'on peut se projeter? Je comprends qu'on lutte contre des maladies, mais d'avoir une vie, là, tu restes là, à te tourner les pouces. C'est qui? C'est Coluche qui disait ça. L'éternité, c'est long, hein, juste surtout vers la fin. Là. Ben oui, c'est ça. Savoir qu'on meurt, savoir qu'on va mourir aussi, c'est un moteur à vivre, Mais là, oui. à faire quelque chose. Mais Puis oui. de vouloir que ton passage sur la Terre soit ait un sens Mais ou de oui. créer quelque chose, tu sais, parce que tu sais qu'on sera plus là. Puis on a tous justement l'instinct soit de création ou de procréation. Tu sais, Oui. on veut faire des enfants pour passer nos gènes. On veut créer une œuvre artistique parce que tu dis, elle va me survivre, elle va continuer, elle va perdurer dans le temps. Oui. Puis on a tous ça qui nous meurt, là, tu sais. Ben, Mais là, parce que s'il n'y avait pas... La mort a créé la vie et la diversité. 99,99% de toutes les espèces apparues sur la planète ont disparu. Ouais. Si on est là, c'est parce qu'on est chanceux. On a eu des ancêtres qui se sont reproduits jusqu'à nous. Mais quand tu regardes dans l'évolution, pour les gens qui aiment les sciences de l'évolution, c'est la mort qui fait qu'on est là, nous autres. Ouais. Parce que, tu sais, au Jurassique, l'espèce de grosse roche, en partie, on pense, qui est tombée à Chicxulub, là, au Mexique, là, qui a précipité la disparition des dinosaures, en partie. C'est ça qui... Si les dinosaures étaient encore là, probablement que nous, on ne serait pas ici. C'est parce que les dinosaures ont été rasés. Ils sont en train de faire un podcast en ce moment. Ben peut-être, oui. Un podcast de Triceratops. Ouais, c'est ça. Appuyez sur... Mais non, ce que je dis, c'est que les mammifères, ils existaient à l'époque. Ouais. Mais les mammifères, c'était des rien. Les dinosaures avaient occupé tout l'espace. L'air, la terre, les mers, ils étaient partout. Les mammifères n'avaient pas de place. Les mammifères, je pense que notre ancêtre, justement, de l'époque des dinosaures qui étaient mammifères, c'était une genre de petite loutre. Là. Oui, c'est des petits animaux nocturnes. Ouais. C'est des petits animaux qui sortaient la nuit parce qu'ils ne voulaient pas se Pendant faire... ce temps-là, il y a le mégalodon qui Ouais, est 10 fois la grosseur d'un requin blanc qui traîne dans l'océan. C'est donc la disparition des dinosaures qui a permis l'explosion des mammifères. Ouais. L'explosion, si les dinosaures n'avaient pas disparu, massacraient toute la gang, quasiment les gros, parce qu'il en reste encore les poules, les petits dinosaures volants, je donnais les poules, les oiseaux. Puis un oiseau, quand tu regardes, tu vois que c'est un dinosaure. Mais oui, puis on apprend maintenant que la plupart des dinosaures avaient probablement des plumes à l'époque. Ben voilà. Ouais, Puis les photos imaginées d'un T-Rex avec des plumes, c'est terrifiant. Quand tu regardes ton T-Rex, là, ton T-Rex avec les bras comme ça, là, Ouais. il se promène, là, il met des plumes, puis c'est un gros poulet. Là. Un gros poulet. C'est un gros coq. Là. Ah ouais. Vraiment? Les Israéliens avaient fait des poulets sans plumes, tu sais, Ouais. génétiquement. Puis quand tu les regardes, tu voyais que c'est des dinosaures. Ouais, c'est ça. C'est fascinant. Mais c'est ça, c'est la disparition du dinosaure qui a permis aux mammifères d'exploser. Donc, c'est la mort des dinosaures. Mais quand tu regardes les plantes qui nous nourrissent, les plantes à fleurs, les plantes à fleurs aussi, ça n'a pas toujours été là. Les forêts du Carbonifère, là, c'était des forêts peuplées par des plantes qui n'étaient pas des plantes à fleurs. C'est les plantes à ovules nus. Et donc, c'est la disparition de ces plantes à cause d'un changement climatique qui a fait que les plantes à fleurs ont explosé. Les plantes à fleurs, et ces plantes des forêts du Carbonifère, c'est eux qui nous ont donné à peu près les gisements de gaz. La transformation de ces plantes, mais aussi de certains sédiments en milieu marin a généré le pétrole qu'on exploite aujourd'hui. Donc, c'est la mort qui a créé le pétrole. Faut pas l'oublier. C'est le pétrole qui va créer la mort. Voilà, c'est ça. C'est le cycle de la mort. C'est une hécatombe qui a créé le pétrole et le gaz, les hydrocarbures fossiles. Et il ne faut pas oublier ça. Ouais. Quand on les exploite, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est ça qui a fait que les plantes à fleurs qui ont fait l'explosion de l'Homo sapiens. Parce que ce n'est pas compliqué, là, c'est les céréales, là. Tu regardes, là, c'est les graminées. L'humain, c'est un animal domestiqué par les graminées. On a parlé du chat tantôt. Ouais. Il est domestiqué par les graminées aussi, parce que les plantes, il les a sous-estimées, mais en réalité, toute sa vie a été manipulée par les plantes, l'humain. Toute sa vie. Ils ont pris les océans, ils sont allés... Pourquoi nous sommes ici au Québec? Parce qu'un gars qui s'appelait Jacques Cartier, qui est venu ici, il cherchait quoi, Jacques Cartier? Des épices. Il cherchait des épices. Mais oui.
Christophe Colomb cherchait des épices. Jean Cabot qui est arrivé ici cherchait des épices. C'était Partout sur la planète, les humains ont prié les plantes. Tu sais. Et ensuite, ils les ont sous-estimées. Et moi, je dis souvent, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui s'appelle « Le disciple des plantes ». Parce qu'ils l'oublient, mais en réalité, dans toutes les sociétés où tu vas, regarde les Grecs, ils adoraient l'olivier, le blé, il y avait le dieu de l'olivier, le dieu du blé, les Japonais ont le dieu du riz, les Chinois, c'est le riz, les Africains, c'est le millet. Et on prie les plantes, on a tous nos rituels qui sont conditionnés par les plantes, mais en même temps, on les néglige parce qu'ils ne marchent pas. Mais les plantes, ils se sont dit probablement, il faut investir sur Homo sapiens. Ouais. Il va faire la job. Ouais. Et la mondialisation de la végétation, c'est l'humain qui l'a faite. Ouais. Ils n'ont pas besoin de bouger. Ouais. Ils ont tout amené. Regarde la flore ici, tu vas voir. Là, les plantes indigènes, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Tu regardes dans toutes les îles à Hawaï, quand les gens arrivent là, ils disent « Oh mon Dieu, regarde, c'est une végétation exotique. » Mais non, ce n'est pas une végétation. Ça a été amené là. Toutes ces plantes-là, grande majorité, c'est des plantes qui ont été amenées par Sapiens. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme plante indigène ici? Ben, probablement, je ne connais pas beaucoup le monde végétal ici, là, mais il y a plein de choses que tu vois ici que tu penses que c'est des plantes indigènes, mais ce ne le sont pas. L'exemple que je donne souvent, c'est le pissenlit. Le pissenlit ne vient pas d'ici, c'est les Européens qui m'ont amené ici. Il vient des plaines de l'Eurasie, le pissenlit. Ça aura bien marché, en tout cas. Probablement Le pissenlit va avoir réussi à bien se développer. Ça, mon gars, le pissenlit s'est développé parce qu'il est très fort. C'est ça. Il y a des capacités. Ceux qui survivent à l'humain, c'est ceux qui ont des capacités d'adaptation. Les biologistes ont démontré que le pissenlit s'est adapté même au passage de la tondeuse, le fin de semaine. Ouais. On a beau les arracher. Entre deux passages de tondeuse, il sait fleurir et dire aux enfants, regardez-moi comment je suis mignon. Soufflez sur dessus. Ouais. Puis là, hop. Et ils s'en vont coloniser d'autres territoires. Ouais. C'est fantastique. Comment les plantes nous ont manipulés dans l'histoire. C'était écœurant. Puis c'est ça. On n'est pas conscient de ça. Ouais. On dit, C'est en vrai. fait, on dit qu'on est très, très intelligent, mais l'intelligence, c'est pas juste de dire je vais résoudre des équations mathématiques. C'est se débrouiller avec ce qu'on a. Ouais. Et les plantes étaient enracinées. Ils ont trouvé des solutions extraordinaires pour résoudre leurs problèmes de sessilité. De sessilité. Ouais, Regarde ouais. comment les plantes manipulent les insectes pollinisateurs. Ben oui. Hein? Ah oui. Dans des ententes, les orchidées, ils mystifient les abeilles. C'est écœurant. J'ai vu des images justement sur le documentaire que je parlais tout à l'heure de Our Planet sur Netflix. C'est une plante qui laisse rentrer des abeilles, puis là, les abeilles jouent dans la plante. Oui. Puis là, la plante, elle se ferme sur les abeilles, sauf qu'elle les tue pas. Elle Non, fait juste les les graisser. stresser, oui. Ouais. Elle les graisse, puis là, tu vois l'abeille, elle sort genre toute couverte de pollen. colle. Là, Ouais. puis là, elle se secoue un peu, puis là, elle s'en va, puis là, elle s'en va sur une autre plante. Ben puis oui. genre, hop, tu viens de... C'est tu viens de ça, te reproduire. c'est ça la coévolution. Ouais. C'est-à-dire que la nature a fignolé des espèces pour manipuler d'autres et les C'est copier. de toute beauté quand tu vois ça. C'est écœurant. C'est ça qui rend encore plus malheureux Ah oui. notre traitement de ça. Ah, Notre traitement C'est ça. de tout ce qui nous entoure. Tu sais. Ça a pris des millions d'années, justement, que par la sélection naturelle, là, Oui. tel trait ou telle mutation aléatoire a fait que telle espèce a pris telle branche, puis Oui. là, ça a fonctionné. et ça a été un succès, puis on le fignole. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, Tout ouais, ça, ouais, ouais. Les choses se fignolent, puis ceux qui ne fonctionnent pas, ben, ils meurent. Hey, Puis je là, ne pensais pas parler de coévolution ça- en venant ici. Je suis tellement content. Ben, nous autres aussi. C'est écœurant. Nous autres aussi. mais Mais vous voyez, les orchidées, les plantes, ils récompensent. Les plantes, sont très faires. Les insectes pollinisateurs, ils sont payés en nectar Ouais. ou en pollen. Ouais. Riches en protéines, et ils mangent, puis tu te fais compte, check, tu viens là, tu vas prendre une partie, puis tu vas féconder l'autre. Moi, je vais me perpétuer, puis tout le monde est content. Les orchidées, c'est des tricheurs. Si la Terre était peuplée d'orchidées, ce serait catastrophique pour les insectes pollinisateurs, parce que l'orchidée, il mystifie l'insecte pollinisateur. Tu vois, il y a des orchidées qu'on appelle les orchidées abeilles, là. La fleur ressemble tellement à la femelle d'une abeille que quand le mâle arrive, il a l'impression que c'est une femelle. Ah ouais. Donc, il va pour s'accoupler, n'est-ce pas? Et il donne son pollen, puis tu vas féconder l'autre Il y en a fleur. un autre là-bas. Mais il ne paye rien. Il y en a, c'est des araignées. L'orchidée... Tu te fais avoir, là. Ouais. Imagine, t'essaies de mettre ça. Tu sais, t'essaies d'imaginer tous ces concepts-là, puis de les appliquer Chez sur l'humain? les humains. Ouais. À quel point est-ce que c'est bizarre? À quel point est-ce que c'est
C'est extrêmement drôle. La robe de viande de Lady Gaga, là. Ouais, j'ai envie de Un faire carnivore film. pourrait l'attraper puis le manger. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, Mais c'est ce ça, serait les bien femmes de se l'appliquer. mettent une robe de viande. Oui. Mais c'est intéressant. c'est ça la beauté de la nature, je pense qu'il faut amener aux jeunes en leur disant, regarde ça. Regarde comment des millions d'années, comme tu disais là, d'essais, d'erreurs, de fignolage ont amené ça. Ça là, aucune personne ne peut recréer ça en laboratoire. C'est comme un casse-tête Personne, c'est le parfait, temps. ça. Ouais. C'est le temps. Les orchidées araignées, eux autres, leur coévolution, c'est qu'ils vivent dans des environnements où des guêpes qui capturent des araignées. C'est les guêpes, des fois, capturent des araignées, les guêpes solitaires, les paralysent, les mettent dans le nid, puis ils pondent des œufs en disant aux enfants, ben le frigo est plein, là. Quand vous viendrez au monde, vous pouvez manger ça. Mais ils font juste les paralyser, là, pour qu'ils restent vivants, mais... Hein, c'est horrible, mais c'est ça. Et donc, les orchidées, ce qu'ils ont fait, les orchidées araignées, c'est qu'ils ont pris la fleur et ressemble à une araignée que la guêpe solitaire cherche. Donc, quand la guêpe solitaire est en chasse, voit la fleur, puis pense que c'est une araignée, puis il essaie de l'attraper, puis se fait féconder comme ça. Et il y en a des stratégies comme ça, il y en a en quantité industrielle. Et c'est tout ça, là, quand tu le regardes, tu n'as pas le choix comme individu, quand tu t'intéresses un peu à ça, de dire on ne peut pas saccager ça. Ouais, c'est trop beau. Puis il n'y en a pas d'autres planètes. Il n'y en a pas. Ouais. C'est ça on en cherche, mais il n'y en a pas. L'autre jour, tu as dit quelque chose qui a résonné dans moi, puis c'était sur la question de la vie extraterrestre. Oui. Puis moi, dans ma tête, étant donné l'infinité pratiquement de possibilités de planètes, je me disais, les chances sont bonnes qu'il y ait de la vie ailleurs, tu sais. Sauf qu'après ça, tout a amené une distinction, puis tu as dit, pour qu'il y ait l'humain sur la planète Terre, c'est une suite de hasard infini, mais oui, de hasard complet, mais oui, puis d'évolution, puis de petites affaires, puis de 0,00001% de chance qu'on se retrouve ici maintenant. Oui. Puis je me dis, effectivement, peut-être que il n'y a pas eu cette affaire-là ailleurs. Tu sais. Mais elle a évolué différemment. Oui, évolué différemment, exact. Moi, je pense pas que la vie est rare, mais je pense que la vie intelligente, technologique, tu sais, qui nous permet d'aller dans l'espace, c'est ça que je voulais dire. Moi, je pense que c'est extrêmement, extrêmement rare. Sinon, il y en aurait partout. T'sais. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a, parce que l'univers, c'est énorme. Là. C'est énorme, c'est même pas le terme, mais moi, je crois qu'on a une belle planète. Celle-là, là, on sait qu'elle existe. Elle est là. Puis, quand on regarde, on a calculé, si on ramenait l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures, l'humain est apparu sur la Terre à 23h59 minutes et 56 secondes. Le fignolage dont tu parlais, là, nous avons 4 secondes d'existence. L'humain, c'est récent quand même. Si on prend l'histoire de l'univers en termes de... L'histoire de l'univers, c'est encore beaucoup, tu sais. Mais 4 secondes d'existence, là. Puis en 4 secondes, tu réussis à bousiller, parce que hors Terre, là, on n'en a pas vu d'autres planètes encore avec de l'eau liquide. C'est l'eau liquide qui fait qu'on est là. C'est une loterie cosmique. Hubert Reeves dit ça souvent. C'est une loterie cosmique qui nous a créés. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. On est tombé dans un étroit couloir du système solaire compatible avec l'existence de l'eau à l'état liquide. Si on était un peu plus loin, ça gèle, plus proche, ça s'évapore. Et on est tombé au bon endroit. Et pour moi, en tout cas, comme biologiste qui adore les sciences de la vie, je me dis, c'est... La probabilité, là, c'est pas... C'est... En tout cas, hors Terre, là, il n'y a pas de piscine remplie d'eau liquide. On n'en a pas vu encore. Et moi, si j'étais sur une planète ailleurs et que je me développe là comme une autre forme d'intelligence et que j'apprends que Homo sapiens m'a découvert, si je vais aller me cacher. C'est sûr, je ne sortirai plus jamais parce que je vais pas me montrer. Tu ne veux pas la voir chez toi. C'est sûr qu'il va foutre le bordel chez toi. L'histoire a prouvé que partout où ce qui est arrivé, il a détruit. Fait que, non, regarde. Tu veux pas être l'espèce envahie par l'Homo sapiens. C'est quelqu'un qui avait dit l'eau qu'on voit sur Mars, là. Ne soyez pas certains, je suis sûr, c'est les Martiens qui pleurent en apprenant que l'humain existe. C'est pour ça qu'on a peur des extraterrestres, d'une invasion extraterrestre, parce qu'on se projette en eux. On se dit, l'humain, chaque fois qui est arrivé quelque part, qui est arrivé en Amérique, tout ça, il a conquis, il a détruit. Fait que, on se dit, les extraterrestres, ils vont arriver ici, ils vont nous détruire, mais ils sont peut-être super pacifiques. Dans le fond, eux autres, c'est juste que nous, notre caractère,
on le projette sur les extraterrestres, qu'on pense qu'ils vont arriver ici. Ah oui, et nous, quand on les regarde, c'est juste pour chercher une civilisation à exploiter quelque part. Ouais, c'est ça. Oui, puis on souhaite, mais à un moment donné, ils vont arriver ici, puis ça va être des sodomisateurs compulsifs. Ça va être une espèce de race qui a C'est Mars évolué Attack, sur là. une espèce de race qui a évolué sur une planète désertique, genre de race de lézards, là, lézards intelligents qui sont juste des sodomistes. Puis elle dit bonjour, toi humain, ouais, viens-toi. Non, mais on mériterait ça parce que. On mériterait une bonne correction. Mais Bonne correction extraterrestre. Là. Mais on est capable du bon quand même. Mais oui, Moi, oui. il y a quand même un cœur, l'humain. Ouais, On a quand même cette particularité d'avoir dans notre cerveau des neurones miroirs, qui permettent de voir, c'est l'autre qui est en face de toi, de dire, j'aimerais pas ça qu'on me fasse ça. On a ça aussi, sauf qu'on réagit souvent trop tard. Ouais, c'est ça. Hein? Mais j'avais une autre réflexion par rapport à notre planète. Tu sais, là, il y en a beaucoup. Tu sais, mettons les Elon Musk de ce monde qui disent OK, il faut coloniser Mars parce que notre planète va détruire, puis il faut que l'espèce humaine se disperse pour assurer la survie. Puis les ressources que ça demande pour transformer Mars en Terre, c'est pourquoi on fait juste pas transformer la Terre en la Terre qu'elle était. Oui, voilà. Si on est capable de transformer une planète qui est complètement hostile à l'humain, puis en faire une place pour vivre, on est sûrement capable de prendre la planète puis de ramener ça un petit peu plus proche de ce qu'elle était à l'époque. En tout cas, on a une belle bleue, puis je veux dire, tous les gens qui regardent la Terre de haut, ils trouvent que c'est un joyau. C'est un joyau improbable. Puis je pense que c'est surtout ça, là. C'est les efforts de vegan dont tu parles, ça fait partie de la chose aussi. Parce que si on mangeait plus végétal, là, imagine. Ben, ça ferait une Imagine ce qu'on ferait comme énorme différence sur dans plein de domaines. Juste si on diminuait de moitié la consommation de viande, là, ça aurait un impact tellement énorme. Puis ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, l'impact environnemental. Moi, je sais pour un fait que je n'étais pas du tout au courant avant que ma copine m'en parle. Les enjeux environnementaux de tout ça, là. L'industrie, puis tout, c'est énorme. Là. Puis c'est ça, moi, je n'étais pas au courant de ça. Puis je pense que le monde s'intéresse vraiment beaucoup à l'environnement. Avec raison, puis c'est cool. On a vu les élections européennes, ce qui viennent de passer, là. Désolé, là, mais on n'avait pas soupçonné que les Verts vont percer et ça va être pareil ici. Ben, même ici, tu sais, juste c'était l'enjeu pratiquement sur toutes les lèvres. Tous ceux qui s'opposaient à la CAQ, tous les opposants, c'était leur cheval de bataille pratiquement. Là, mais la CAQ, voilà. Là, c'est ainsi aussi dans les nouvelles, même le gouvernement de la CAQ n'a pas le choix de prendre cette problématique-là au sérieux. Je pense qu'ils le prennent au sérieux. Ils le prennent parce qu'ils savent que je pense que c'est l'enjeu du siècle. C'est l'enjeu, puis les jeunes générations, là, moi, je le vois chez mes enfants, je le vois chez leurs amis. C'est important pour eux de dire non, vous ne pouvez pas, au nom de vous, moi seulement, et moi et toi, et Boucar compris, inclus, dire, ben nous autres, là, ce qui nous intéresse, c'est nous, et ceux qui vont passer après nous, il n'y en a rien à foutre. C'est ça. C'est comme si l'industrie du nucléaire, là, le nucléaire, l'industrie, on prend des barils comme ça, remplis de déchets nucléaires, on dit, on va les laisser là, ça va durer 200 ans. Mais regarde, il n'y a personne qui l'a testé, là. On ne le sait pas. Probablement que dans pas longtemps, ça peut être 50, 70 ans, on arrive et dit, hé les gars, on ne sera plus ici ceux qui ont pensé ça. Il y a des failles là-dedans, là, c'est en train de tout sortir. Hein? Mais imagine le bordel dans lequel les générations futures vont être pognées. Un vrai bordel. Avec ça. Un chaos complet. Là. Total. Puis ils ne sont pas responsables. Ils n'étaient même pas là quand ça se faisait ici. Les Africains ont un proverbe qui dit nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons celle de nos petits-enfants. C'est comme ça qu'on devrait faire. T'sais. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis. C'est vraiment une belle façon de voir ça. Vraiment. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vraiment... c'est très, très parlant comme proverbe. Là. Oui. Ben, je trouve... Moi, j'aime beaucoup citer celui-là ou celui des Premières Nations d'Amérique. Il y en a un chef qui disait « Quand l'homme aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la dernière goutte d'eau,
il comprendra enfin que l'argent n'est pas comestible. Ouais. Mais ça, C'est j'approuve, bon. parce que c'est ça. Ouais. À quoi ça sert quand tu as beaucoup C'est ça. d'argent, quand tu n'as pas d'air à respirer? On le Exact. voit en Chine. Ben Dans oui, certains ben oui, ben oui, endroits, ben les oui. gens suffoquent. Ouais. Et Des bars à air, des bars où est-ce que tu rentres puis il y a Oui, des bonbonnes Des bonbonnes d'oxygène. d'oxygène. Ça, Ouais. c'est démesuré. T'es sa planète Terre. C'est Ben oui. c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est parce Voilà. qu'il y a de l'oxygène. Mais moi, je pense qu'il va falloir remettre en cause ce culte et cette espèce de dogme sur la croissance économique. Il faut Ben, tout le temps croître, exact. croître, mais ça ne marche pas. Parce que dans la nature, une croissance continue, ça n'existe pas dans la nature. Et la nature est là pour nous servir d'exemple. Je veux dire, dans le monde végétal, passer 100 mètres les arbres, là, les problèmes de circulation commencent. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une limite, un top. Ouais. Dans la mer, le plus gros, c'est la baleine bleue. C'est la baleine bleue, elle a de la misère à se revirer de bord. Puis s'il y avait un petit changement, c'est lui qui partirait. C'est pas le petit éperlan, là, ou la sardine. La baleine est déjà en train de partir. Oui, il va partir plus vite parce que c'est trop gros, c'est difficile à déplacer. Et pour moi, ce sont des indices pour dire aux gens, on ne peut pas croître continuellement. Ouais. On ne peut pas croître infiniment sur une planète dont les ressources sont finies. Ouais. Tu sais, c'est comment? Mathématiquement, c'est impossible. Exact. Puis Non, il faut c'est avoir ça. le courage de dire, il faut que ça s'arrête. Il y a vraiment une tendance actuelle sur la décroissance. Mais il y en a qui le font. Mais Ben, moi, il y en a, je ouais. suis pour ça. Je suis pour ça, ou au moins qu'on arrête. Tu sais, Ouais. qu'on stagne. Ouais. Un Exact. plateau. Tu sais. Ouais. Moi, la seule chose, c'est que je trouve que souvent, dans ces discours-là, on remet souvent la responsabilité sur l'individu, tu sais. Fais ton recyclage, consomme moins, tout ça. Oui, c'est important, mais à un moment donné, il faut que plus haut dans les paliers du Ben, c'est gouvernement, ça, il y ait c'est des ça, décisions c'est qui soient sûr, prises c'est parce sûr. que si l'État ou si les multinationales, eux autres, leur objectif, c'est encore la croissance, quand même que comme individu, nous autres, on essaie de faire notre part. Ouais, C'est c'est difficile, puis il y a difficile. des gros Ouais, changements. Mais on encourage les multinationales aussi. Ouais, c'est sûr qu'on est Individuellement. Ben Parce oui, qu'on c'est peut ça, exact. décider, hein? On a un pouvoir de décision. C'est quand que les gens disent acheter, c'est voter, là. Mais c'est ça aussi, c'est que pour moi, on a notre part, une petite part. Chacun fait à la mesure de ses capacités, mais on peut faire une petite part, chacun. Ouais. Tu sais. Moi, je raconte souvent la théorie du colibri. Il y avait un gros feu dans la forêt, puis tous les animaux couraient partout, sauf le colibri qui allait dans le lac prendre des gouttes d'eau, puis mettait sur le brasier, puis à un moment donné, le tatou lui dit, mais voyons, tu penses faire quoi, là? Penses-tu que tu vas éteindre ça avec tes gouttes d'eau, là? Puis le colibri, il répond, non, je ne sais pas, mais je fais mon devoir. C'est Ouais. ça. C'est ça aussi qu'on devrait faire, parce que c'est des petites choses comme ça qui font qu'on va avoir un poids tu sais, sur les décideurs, de pouvoir leur dire, ben non, on ne va pas là. Regarde, la CAQ, quand ils sont arrivés au pouvoir, là, l'environnement, c'était loin derrière. Mais ils ont vu bien que de petit à petit, tous les jeunes se réunissent, puis ils marchent, puis ils disent, ben non, on n'accepte pas. Puis là, ils ont décidé que, ben, ils sont verts. Ouais, au début, ils étaient jaune pâle, puis là, ils sont verts, c'est pas vert lime ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ils essayent. T'as pas encore vers forêt, mais ça Je voyais une citation passer sur Facebook, je pense, c'était de dire on n'a pas besoin d'une personne sur 10 qui est zéro déchet à 100%. On a besoin de 10 personnes sur 10 qui font le mieux de leur capacité. Oui, oui. Puis c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est ça. Parce que si tu crains que les gens en les pointant du doigt puis en disant vous n'avez pas. C'est la même chose pour le véganisme. C'est la même chose Exact. pour C'est toutes les ces deux affaires-là. extrêmes. Les deux extrêmes, pour moi, ils ont leur part, ils doivent exister, mais s'ils sont les porte-parole, ça ne marche pas. Ça fait que pour moi, c'est ça, là. C'est juste de dire je fais de mon mieux. Ouais. Mettons que moi, on est une famille, on a une voiture. J'aurais pu m'en acheter une deuxième, mais on a une voiture. Ouais. C'est ça. On essaye de faire avec ça. On essaye de changer ici. Si on décide de manger de la viande, ben on l'achète chez le producteur du coin. Ouais. C'est local, c'est bio. On peut se permettre ça. Donc, on le fait. On n'en mange pas beaucoup, mais quand on le mange, bien, on en prend. On en prend dans un endroit spécifique. Je comprends aussi que la grande majorité de la population ne peut pas faire ça. C'est ça l'affaire. Et faut pas faire. C'est là qu'il faut faire attention. De pointer les gens puis de les culpabiliser. Ouais, parce que si tu le fais, tu braques les gens. Puis on le voit beaucoup Exactement. dans les réseaux sociaux. Exactement. Oui, Les oui. gens, quand tu leur parles de climat et changement climatique, ils te font un doigt d'honneur. On le sait, nous, on écrit là-dessus. Hein. Ouais. Ils font un doigt d'honneur parce qu'ils se sentent invectivés. Et ils vont te dire, OK, moi, penses-tu que je suis capable d'acheter un poulet biologique? Ouais, c'est ça. Mais c'est de leur dire, faites ça comme tu dis à PH. Essayez de faire du mieux que vous pouvez.
du mieux des capacités Oui. de tout le monde. Puis, tu sais, c'est le même principe. Tu sais, si tout le monde conserve ses habitudes de consommation, là, je vais garder l'exemple de la viande parce que c'est quelque chose que je connais bien, là. Mais si tout le monde conserve les mêmes habitudes de consommation, cette façon-là de s'alimenter est impossible. Non. C'est pas viable Oui. que tout le monde puisse manger la viande d'élevage 100% free range, 100% bio, québécoise. Non, c'est impossible. C'est juste impossible. Ouais. On manquerait d'espace. On serait Non, pas c'est capable impossible. d'élever tous Je suis ces animaux. totalement d'accord avec toi. Fait que ça revient encore à la question de changer ses habitudes de surconsommation, de croissance constante. Mais on peut diminuer, juste diminuer du tiers. Exact, ben oui. Diminuer du tiers ta consommation de viande, ça a Moi, l'air de je dis rien. toujours mais ça. Si tout le c'est monde, tout? une journée par semaine, Ouais, si tout le monde dans le monde, une journée par semaine est vegan, c'est comme Oui. s'il y avait 1 milliard de vegans sur la planète. Ben ouais. Ça fait Mais du tu vois, moi je trouve que c'est bien formulé comme ça. Ben, c'est une bonne façon de voir ça. Comme C'est quoi? ça enlève un peu le poids sur les épaules de quelqu'un qui dit ben là, moi, j'aimerais ça faire ma part, mais je suis pas prêt à le faire au complet, fait que ça sert à rien. Non. Si tout le monde faisait vegan une fois par semaine, ça fait 1 milliard de vegans sur la Exactement. terre. C'est bon, ça. Exactement. Mais pour de vrai, là, Ben tu sais, oui. je trouve que ça, c'est imagé. Puis une Je fois, trouve que deux ça, fois, tu sais. quand tu dis ça aux gens, on n'est pas aussi dans le fait de les culpabiliser parce que c'est ça le danger dans des discours comme ça, c'est de dire, hey, tu pourrais l'essayer une fois, tu sais. Ils vont manger, c'est comme ma blonde hier, il dit, vous allez manger des sandwichs aux tomates. Personne qui va se braquer contre cette posture-là. Personne qui va dire, ben non, là, une fois, là, c'est bien trop, mais non. Exagéré, c'est modéré. Quoi le problème? Là, c'est très modéré. Très modéré. Très modéré. Ouais. C'est... écoute, c'est vraiment... c'est un sujet qui est extrêmement pertinent d'aborder, puis je suis content qu'on puisse en parler avec toi. Il sera là longtemps. Hein. C'est un sujet, je pense, qui ne sera jamais... de l'autre côté, il va rester là. On nous a créés imparfaits, les humains. L'humain n'est pas un animal parfait. Puis moi, je pense que son intelligence, c'est ça aussi sa faiblesse. Ouais. Trop intelligent. Il est trop intelligent et il pense toujours qu'il est capable même s'il met le bordel, il va être capable de le réparer après. C'est pas... L'intelligence, c'est un couteau à double tranchant. Moi, je trouve, parce que c'est la seule chose qui fait qu'une espèce est assise sur une branche puis est en train de la scier lui-même. En même temps. Oui. C'est la seule espèce qui fait ça, l'humain. Tu regardes, je me demande comment nous regardent les autres espèces. Ce serait le fun. De changer la perspective. Oui, de juste les grands singes là, qui sont très proches de nous et que tu regardes, tu sais qu'ils savent, ils comprennent. Tu as déjà plongé ton regard dans un gorille, là. Le regard d'un gorille, tu sais. Tu sais que lui comprend. Ah! Écoute, même quand il est de l'autre côté dans un zoo, puis il te regarde là, tu vois qu'il sait exactement ce qui arrive. Il le sait. Mais ça c'est difficile il le de sait. voir ça. Ah, c'est très dur. Je trouve. Surtout dans les contextes comme un zoo, là. Ah non, mais ils savent où ils sont. C'est ça. Ouais. Les grands singes, ils le savent. Tu regardes dans les yeux, puis aujourd'hui, on le sait. L'unicité de l'espèce humaine, c'est un mythe. Ouais. L'humain, il fait partie d'une branche plus large. C'est un animal. Là. Regarde, tout ce qu'on pensait qu'il y a juste l'humain qui le fait, fabriquer des outils, tout ça, les chimpanzés font ça. Ouais. Ils fabriquent des outils et les chimpanzés, ils mémorisent. C'est pas comme les pieuvres, ils enseignent aux jeunes comment fabriquer l'outil. Ouais. Les chimpanzés font de la politique. Si tu lis sur les chimpanzés quand ils sont en campagne électorale, tu verras que les humains n'ont rien inventé. Ah ouais. Les chimpanzés ont des campagnes électorales où les mâles font des alliances entre eux autres. Les vieux mâles qui ont perdu le pouvoir tirent les ficelles en arrière comme au Parti québécois. Là, tu sais. Le syndrome du Parti québécois. Écoute, et les mâles s'en vont voir les femelles, comme dans les campagnes électorales. Essayer d'épouiller les femelles, partager de la viande avec les femelles pour s'assurer le vote des femmes. On a même vu des prétendants au trône prendre les bébés pour essayer de faire... D'attirer la sympathie. Non, regarde. Exactement comme font les politiciens. Comme les politiciens, serrer des mains puis prendre des bébés. Ils font tout. Et quand tu regardes ça, tu sais qu'on n'a rien inventé. On est juste l'aboutissement de quelque chose qui existait avant nous. Les chimpanzés ont le sens de l'humour. Ils font rire. Ils font des gags. Ils rigolent. Les chimpanzés qui se fait faire par les jeunes. Frank Twain raconte ça dans un livre qui s'appelle Le Bonobo, Dieu et nous. Et
le chimpanzé, un des chimpanzés mettait de l'eau dans ses joues, puis il attendait les enfants, puis il savait qu'ils vont lui faire. Puis dès qu'il y en a un qui ouvrait la bouche, il faisait. Puis là, toutes les autres faisaient. Puis ils rigolaient. Ouais. Tu sais, c'est pas. Mais tout ce qu'on pensait que c'est spécifique à l'humain, Ne l'est pas. l'adoption, la réconciliation, amener les deux mâles qui se disputent à se réconcilier, puis à enterrer l'âge de guerre, tout ça, ils font ça. Les bonobos font ça. Les gorilles, tu sais, si tu vois que on n'est pas, on n'est pas comme... on est pas unique, l'aboutissement de quelque chose. Et je suis sûr qu'ils peut-être qu'ils nous regardent, puis ils nous analysent, puis ils disent les cousins, là, je ne sais pas quoi faire avec eux autres. Ils n'ont pas compris quelque chose. Hein? Il y a même un documentaire sur une femme qui apprenait le langage des signes aux chimpanzés. Je ne me souviens plus du nom du film. Là. Mais tu sais, c'était une vraie spécialiste. Puis qui avait vraiment... Le chimpanzé, il était capable de communiquer. Là, il était capable de... Il avait envie de quoi? Il était capable de dire je t'aime. Il était capable de... Il disait tout ça. Ouais, il avait tout appris. Il était capable de formuler des phrases en langage des signes. C'est quand même incroyable. C'est fou, ça. Oui. Puis, je me rappelle plus le chiffre exact, mais c'est au-dessus de 90% de nos gènes qui sont les mêmes. 99. C'est ça, c'est vraiment... Proche de 99% qu'on partage avec les chimpanzés. Ça veut dire qu'il y en a juste 1% qui nous différencie, tu sais, puis... Ouais. Non, mais de non quel seulement... droit est-ce qu'on pense qu'on est supérieur, tu sais, ou différent, là, à cause de ce 1%-là? On est différent. Les chimpanzés font des résolutions de choses là que l'humain ne pourra jamais faire. C'est ça, exact. Ils mémorisent des chiffres et tu leur donnes 12 chiffres. On a vu des expériences faites par des Japonais, là, ils mémorisent l'emplacement des chiffres, puis tu les fais disparaître, puis ils le font dans l'ordre. Tout de suite, aucun humain qui est capable de faire ça. C'est des animaux, ils ont développé une intelligence qui est propre à leur environnement. Et nous, on a développé une intelligence différente, mais il reste que ils sont très proches de nous, un sacrifice. François a une bonne définition, il dit l'humain, c'est un animal qui est entre le chimpanzé et le bonobo. Vous connaissez les bonobos? Le bonobo, c'est le singe qu'on retrouve juste au Congo, c'est la rive sud du fleuve Congo. Et c'est les singes qui règlent tout par le cul, là. Dès qu'il y a une tension, ils fourrent, puis ça finit, là. Tu rencontres une autre famille de bonobos, la tension s'installe, les femelles arrivent, puis disent « OK, les gars, on organise un partouze, puis la paix revient. » Il n'y a pas de bagarre. Ils sont peaceful. C'est régler la guerre par l'amour, là. Voilà, exactement. Et donc, les bonobos, c'est les singes les plus peaceful des grands singes. Ouais. Jamais de bagarre, et c'est les femelles qui ont le pouvoir. Les femelles ont pris le pouvoir chez les bonobos et chez les chimpanzés, c'est les mâles qui ont le pouvoir. Et les chimpanzés, c'est la guerre. C'est le pouvoir, c'est la violence, c'est l'intimidation. Ils ont des réconciliations, c'est l'intimidation des femelles. Et François, il dit, l'humain, c'est les deux cousins, il est au milieu. Il a le potentiel des deux. C'est-à-dire que le bonobo, vouloir régler tout par le cul, il est encore chez lui. Qu'on appelle le bon vieux make-up sexe. Voilà, c'est ça, là. Moi, je dirais les hippies des années 70. Exact. Ouais. Ils ont essayé le bonobo, les hippies. Oui, ils ont essayé la technique bonobo. La technique bonobo a duré 10 ans. Voilà, c'est les maladies. Si c'était pas du sida, ça aurait continué. Les maladies qui leur ont dit, c'est pas une bonne idée d'aller là, les gars, venez au centre. Vous pouvez pas régler... Vous êtes un peu trop à gauche. On se rapproche de la droite. Vous pouvez pas régler tous vos problèmes par le cul, imagine. Si chaque fois qu'il y a opposition, on couche là, vos assemblées nationales vont devenir... Monsieur le Président, il décide. On ferme les caméras, puis... Oui. Donc, ils sont revenus au centre, mais ils ont le potentiel du chimpanzé aussi. La violence et l'intimidation, la jalousie. Tu sais, des fois, parce que le voisin a regardé ta blonde, tu veux y sauter dessus, et ça, c'est les lois qui ont dit non. Vous ne pouvez pas attaquer l'autre juste parce qu'elle a regardé ta blonde, revient au centre. Et l'humain est entre les deux. Et tu disais, lui, il dit, l'humain, les chimpanzés, ils règlent les problèmes de pouvoir par le sexe. Et les bonobos. Les bonobos règlent les problèmes de pouvoir par le sexe et les chimpanzés règlent les problèmes de sexe par le pouvoir. C'est moi le plus fort. Si je me sers le premier, puis j'envoie une, et tu les vois, même les mâles subalternes chimpanzés, on envoie là, un mâle en érection, puis il voit le mâle dominant arriver, puis il cache sa bisoune, tu sais, pour qu'il ne le voie pas, parce qu'il sait qu'il va en manger toute une, tu sais. C'est fou.
Ah ouais. C'est fou. Mais c'est vrai que chez l'humain, on a comme le petit diable et le petit démon en même temps dans notre tête, là, qui joue puis qui tire. Puis justement, dans ton livre, il y a une formule que j'ai vraiment aimée, que je pense que c'est un proverbe sénégalais qui est on a deux loups. Là, Ça, c'est plus c'est des Cherokees. Ouais, ok. C'est un conte qui vient des Cherokees. On a le loup, qui est rempli de haine, de jalousie, de violence, puis Ouais. t'as le loup de la bonté, puis Ouais. de la générosité, puis c'est lequel loup qui va gagner, c'est Ouais. celui que tu nourris. Voilà. C'est dans le petit conte C'est Cherokee, super beau. C'est celui que tu nourris. C'est celui que tu Ouais. nourris qui gagne. Puis on C'est dirait c'est ça, magnifique, comme ça. que l'humain Ouais. est capable du pire puis du meilleur. Puis en nous, on a constamment ces pensées-là négatives qui arrivent, qu'on essaie de bloquer. Puis tu sais, il y a cette espèce de combat-là, là, tu sais, Ouais. entre les deux qui est Ben, si constant. on était moins nombriliste, moi, je pense que tout marcherait. C'est qu'on est trop centré sur nous. Mm. On s'inscrit pas, on refuse de s'inscrire dans une nature dont on fait entièrement partie. C'est juste qu'on est tout ce qu'on pense, on le pense à fonction de nous. Quand on dit une espèce, ça c'est une espèce indésirable ou une mauvaise herbe. Mais les Africains, ils disent une mauvaise herbe, c'est juste une plante dont vous ne connaissez pas encore les vertus. Mhm. Mais ça n'existe pas une mauvaise herbe. Le pissenlit, ce n'est pas une mauvaise herbe, ça n'existe pas. T'sais, Et donc, nous, c'est tout ce qui fait que nous, ça nous rapporte, nous, l'espèce d'égocentrisme. Il y en a qui l'appellent l'anthropocentrisme. On centre tout sur nos besoins à nous. Mais en même temps, ça ne peut pas marcher. Mhm. Il faut qu'on puisse dire on a des frères, des cousins dans le monde animal et ils sont là, à côté de nous. Ouais. Même les bactéries, c'est nos cousins. Mais c'est ça. Non seulement on parlait de l'ADN, des gènes qu'on partage avec les chimpanzés, mais on partage grande partie de notre ADN avec tout ce qui vit sur la planète. Là, Tout ce qui existe. Hein. Même les bactéries, on Ouais. n'est pas assez. L'humain, c'est la collaboration, en fait. Il faut juste tendre la main. C'est ça, parce que même l'humain, c'est une société. Tu sais, l'humain, là, c'est pas toi, tu n'es pas un individu. Tu es une société au complet. Mhm. Il y a plein pour chaque cellule de ton corps, tu as au moins 10 cellules bactériennes. Donc, si tu étais une société à action, là, les bactéries seraient majoritaires. Et ils vivent en toi. Et ils sont responsables de plein de choses que tu ne peux même pas imaginer. Ouais. Ta digestion, c'est des bactéries, ils font une bonne partie de ta digestion. Si on t'enlevait ton microbiote, tu mourrais dans pas longtemps. Tu sais, il y a tout ça. C'est un grand réseau de reconnaissance et de gratitude mutuelle, la vie. Et quand on s'inscrit là-dedans, il faut dire on doit des merci à plein de gens. Et les bactéries qui sont en toi, c'est des bactéries. Il y a un chapitre entier dans le bouquin que j'ai consacré à ma mère où je parle de l'héritage bactérien que nos mamans nous donnent. Tu sais. Ouais. Puis quand tu viens au monde, ben, avant même de venir au monde, les derniers jours de grossesse, tu as une catégorie de bactéries du microbiote qui se multiplient dans les voies génitales de la maman, abondamment pour t'attendre, en disant on va l'ensemencer, le petit. Quand il va passer, rentrer dans ses narines partout et on va l'accompagner dans son voyage terrestre. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui disent l'accouchement par césarienne, c'est pas bien. Ouais. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne le font plus. Qui disent c'est un rendez-vous manqué avec tes amis. Mm. Hein? Tu court-circuites tes amis qui t'attendaient. Mais quand tu sors, même quand tu sors du ventre de ta maman, tu ne dois pas juste dire merci à la maman et à la génétique, mais aux bactéries qu'elle t'a léguées. Et les bactéries passent par le système immunitaire et rentrent dans le sein, dans le lait, et sortent le lait, il y a des bactéries là-dedans. Ouais. Hein? Mm. Ces bactéries ont un rôle, c'est que la maman, elle te fournit des ouvriers pour digérer le lait, en attendant que tes enzymes digestives fonctionnent, tu vois? Donc, il y a tout ça, et toutes ces bactéries, ils sont responsables de plein de choses chez toi. Plein. La digestion, les bactéries éduquent ton système immunitaire à reconnaître les microbes, ils fabriquent des vitamines, ils font plein d'affaires que tu ne peux même pas imaginer. Un humain, quand on a commencé le projet du génome humain, les biologistes disaient on doit avoir 120, 100 000 gènes parce qu'on est une espèce très haute, tu sais. Ouais. Puis on s'est rendu compte après, à la fin du projet, qu'on avait quelque chose comme 22 000 gènes. Même le riz a plus de gènes qu'un humain. Et les gens ont capoté. Ils ont dit, mais voyons, ça se peut pas, là. Nous, la puce d'eau a plus de gènes que nous. Ouais. Mais c'est sans oublier on pouvait compter sur des millions de gènes bactériens C'est ça. qui sont des sous-traitants et des collaborateurs qui font partie intégrante de nous, qui fabriquent plein de choses pour nous. Hein? Et donc, c'est ça. Il faut dire aux jeunes qu'en réalité, on s'inscrit dans un tout.
Et ce tout-là, on ne peut pas se soustraire de ça et voir juste notre nombril. Ça ne marche pas, là. On peut pas exister à l'extérieur de ce tout-là. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et les bactéries sont hautes. Ouais. Et l'autre théorie, moi, que j'aime bien citer, c'est l'humain, c'est un animal domestiqué par les bactéries pour voyager. Mais il ne le sait pas. Hein? Pour amener nos Ça bactéries fait ailleurs. 3. Il a été domestiqué par le chat, on en a parlé. Il a été domestiqué par les plantes, mais par les bactéries. Celle des bactéries, j'ai entendu un scientifique britannique dire ça. Il a été domestiqué par les bactéries pour voyager. Et qui a été le meilleur véhicule pour les bactéries? Ben, de loin. l'être Sapiens. humain. Ouais. Il a décimé des endroits. Il a... Ouais, et puis aussi des civilisations là, Oui, par les bactéries. là. oui. Et même qui nous manipulent, même je suis sûr que le French kiss, c'est les bactéries qui l'ont inventé. Juste pour dire, vous voulez partager des bactéries? Écoute, Allez-y. amène-les à mettre la bouche dans l'autre bouche. Ah ouais, ça va être idéal. Exactement. C'est le meilleur moyen de transport. 1 milliard. Hey, après le premier baiser, c'est 1 milliard d'entre nous qui sont allés de l'autre bord, mon gars. Ouais. On applaudit. Ah ouais. C'est fou. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça revient à tout le monde. Tout ce qui vit a cet instinct de survie-là. Et à sa place. À sa Et place. tout est relié. Ouais. Tout est relié et c'est pas parce qu'on ne voit pas le lien qu'il n'existe pas. Hmm. Ça veut dire que tu peux enlever un petit morceau du casse-tête et tu vois tout péricliter. C'est un peu un château de cartes. Mais oui, c'est un château de cartes. Ouais. C'est un château de cartes, c'est la vérité. Ouais. Tout est relié quelque part. Puis on ne peut pas juste penser à nous, moi, la compétition. C'est un peu pour ça, moi, qui suis quelqu'un qui adore beaucoup la théorie de Darwin. Ouais. Et je trouve que ils ont beaucoup insisté sur la compétition, ce qui fait que les gens sont devenus des... Mais la vérité, c'est que la vie, c'est aussi la collaboration. La compétition existe. C'est vrai qu'elle fait partie de la vie, mais elle a toujours côtoyé la solidarité et la collaboration. On se tient la main. Les plantes, c'est le modèle à copier. Ouais. Les plantes ne bougent pas. Ils ont trouvé plein de collaborateurs. Hmm. Et ils sont fiers, les plantes à fleurs, avec les insectes pollinisateurs. Ouais. Ils ont inventé les fruits aussi pour les rongeurs en disant, si tu veux ouvrir ma cabosse, mais je vais t'en donner un peu. Sauf que je vais laisser de mes graines au Oui, milieu. tu vas amener partiras ma avec, graine. t'amèneras Oui, ça ailleurs. prends-la. Je t'ai mis une couche là-dessus. Prends ma graine. Oui, prends ma graine, oui. Amène-la ailleurs. Amène-la ailleurs. Qu'est-ce que tu veux avec? Faut pas que tu tu veux dises avec ma mange ma graine. Jamais dire mange ma graine à un rongeur. là. Non, mais c'est vrai. Ils sont fantastiques. Regarde la fraise, PH. Regarde la fraise. La fraise, tant qu'elle n'est pas mûre, elle est toxique. Tu ne peux pas manger une fraise verte. Là, c'est dégueulasse. Verte, ouais. Ça contient des tanins, c'est astringent, c'est pas bon. Mais à partir du moment où les graines sont prêtes, la fraise, elle devient rouge. Elle se devient gosse bonne. de sucre. C'est ça pour dire à ses collaborateurs, ben les gars, le cadeau, il est là maintenant. Amenez ça. Mais faites votre job. Ouais. Amenez les graines de l'autre bord. Ouais. Mais tous les fruits, c'est juste ça. Et les rongeurs se sont adaptés aux fruits avec l'évolution. Les plantes ont inventé plein de choses pour récompenser ceux qui les disséminent. Tu sais. Une mangue, le fruit, la chair de la mangue, c'est pas si nécessaire. Mais À la plante- mangue? Non, parce Non, que la c'est graine vrai. est à l'intérieur. Pour protéger. Et ça. protéger la graine. Ouais. Une graine, comme disait un biologiste, c'est juste un bébé avec un lunch. Tu sais, il a son lunch avec lui. Tu sais. Flanqué d'un lunch, mais autour, on rajoute quelque chose pour récompenser celui qui va le transporter, celui qui va aider. Je remercie celui qui va aider mon petit à germer. Allez ailleurs. C'est la mangue, c'est la pomme, Ouais. la chair de pomme. Tu sais. Plein de fruits. Tout ça, c'est des réseaux de solidarité, de gratitude mutuelle. Je vous donne ça, vous prenez ça. Mais quand tu regardes les plantes, les racines, c'est encore extraordinaire. C'est un réseau de partage fantastique. Les racines des plantes sont reliées, la grande majorité, à des champignons qu'on appelle les mycorhizes. Les mycorhizes colonisent les racines et c'est des sous-traitants des arbres. Ils vont chercher les sels minéraux, vont chercher l'eau, ils vont envoyer ça à la plante monte ça en haut, fabrique des sucres et les récompense en bas. Il leur envoie jusqu'à 30% des sucres qu'il fabrique à ses collaborateurs en bas. Et les mycorhizes, ils font de la sous-traitance avec des bactéries qui vont les aider à protéger la plante des maladies. C'est ça la vie aussi. Ce n'est pas juste la compétition. L'humain, c'est ça aussi. C'est un réseau de gratitude. Notre peau, c'est des bactéries qui la protègent et qui luttent contre plein de bactéries indésirables qui veulent nous faire du mal. Ils les enlèvent. Tu sais.
Quand tu vas dans notre bouche, c'est pareil. Tu vas dans nos intestins, tu as des bactéries, tu as plein de micro-organismes qui nous aident à digérer et qui nous aident même à se reproduire. Parce que c'est démontré que l'haleine de l'individu, quand tu rencontres quelqu'un, c'est d'abord l'odeur de la personne qui attire beaucoup de gens. Mais l'odeur, c'est les bactéries qui sont en nous, qui sont en grande partie responsables de l'odeur qu'on dégage. Ouais. Ça veut dire que même dans notre production, ils sont là. Tu comprends? Dans notre attirance donc, mutuelle. Même dans notre attirance mutuelle, ils sont là. Tu es attiré par les bactéries de l'autre personne? Ben, en partie. Parce que l'odeur en fait partie. Tu sais? Ouais. Quand tu embrasses la personne, tu partages avec des bactéries. Regarde, j'ai amené mon spermatozoïde. Ouais. Le spermatozoïde ici, là. Ce que j'aime bien dire, tu sais, le spermatozoïde, quand tu le regardes. Il a perdu sa queue. On a perdu sa queue. Oui, il a perdu sa queue. Regarde, ça c'est. Regarde le spermatozoïde. Regarde ça. Regarde, ça c'est. Le spermatozoïde, là, c'est 3 parties. Tu as la queue, la pièce intermédiaire, la tête et le chapeau qu'on appelle l'acrosome. Mais les évolutionnistes savent que la pièce intermédiaire, la partie brune ici, nous vient des bactéries. Tu vois qu'ils ont même investi dans notre reproduction. Parce que la pièce intermédiaire est remplie d'organites qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques des cellules. Le spermatozoïde, c'est une cellule. Et les centrales énergétiques qui font battre la queue, le moteur est ici, le spermatozoïde. Mais le moteur, les mitochondries, ce sont d'anciennes bactéries qui sont entrées en nous et qui servent à faire avancer le spermatozoïde. Tu vois que même dans notre reproduction, ils sont là. L'énergie avec laquelle le spermatozoïde avance vers l'ovule, ce sont d'anciennes bactéries qui nous la fournissent. Qui sont en nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui. OK. Alors, ça veut dire qu'à quelque part, ils sont là à toutes les étapes. Toutes les étapes de la vie. Ils sont là parce qu'ils étaient là avant nous. N'est-ce pas? Ouais. L'évolution du vivant doit aux bactéries. Depuis plus de 3,5 milliards d'années, ils sont là. Et chaque fois qu'un animal ou un végétal a manqué de compétences, il a ouvert la main, il a tendu la main à des bactéries qui avaient cette compétence-là parce qu'ils font tout. Ils sont qualifiés dans tout. Il y a une bactérie qui va t'aider à tout. Mais un pH acide, le plus acide, il y a une bactérie qui survit là-dedans. Mais la température la plus chaude dans les sources thermales, il y a une bactérie qui le fait. Fabriquer une vitamine, il y a une bactérie qui est capable de le faire. Fabriquer de l'or, même les bactéries sont capables de fabriquer de l'or. Tu sais? Tu dis n'importe quoi, ils cherchent. Ils ont des compétences, sont diversifiées et c'est avec eux que ça a commencé. Donc, ils sont à toutes les étapes. Ils ont vu tout ça se produire et ils sont partout. Partout. Une vache, c'est juste un gros mammifère qui se fait entretenir par des micro-organismes. Il mange de l'herbe. L'herbe, il n'y a rien là-dedans. Mais la vache, il s'est développé 2 estomacs énormes, 2 estomacs dans lesquels se trouvent plein de micro-organismes qui font la vache, en fait. Ouais. C'est ça. Et tous les animaux, ils sont partout. L'humain, on pense qu'on gouverne la planète, mais c'est les bactéries qui gouvernent cette planète. C'est sûr. C'est sûr, mon ami. Ouais. Ça remet en perspective. Oui. Ça remet en perspective la vision qu'on a, que l'être humain a de sa propre place dans tout ce système-là. Moi, en tout cas, au moins, ça dit aux gens, il faut se replacer au centre de ça et arrêter de voir l'unicité de l'espèce humaine, puis que donc, nous sommes les seuls puis les plus importants de l'univers. Ça n'existe pas. C'est pas de dire l'humain, les religions monothéistes ont beaucoup contribué à ça là, en disant que Dieu t'a créé, puis pour que tout le reste soit à ton service. Ouais, c'est dans les premiers mots dans la Genèse qui est écrit. Là, voilà, mais on devrait y rajouter aussi qu'il t'a créé aussi pour que tu sois conscient que tout ça, là, c'est important. Ouais. C'est pas parce que tu es plus intelligent que tu dois tout détruire, ça. C'est important de s'occuper de ce réseau je le dis souvent, mais c'est un réseau de gratitude mutuelle. Ouais. Personne ne s'est réalisé tout seul. Ça n'existe Exactement. pas. Le self-made man, là, j'y crois pas. Je trouve que c'est une belle conclusion à cette conversation-là. Exact. Merci énormément ça fait plaisir d'avoir été avec nous. En tout cas, j'ai jamais parlé de biologie aussi longtemps. Jamais dans aucun endroit dans ma vie. On est extrêmement flattés d'avoir été là pour ça.
Ben, merci, Puis les c'est gars. ça le but du podcast aussi, c'est de pouvoir approfondir ces sujets-là, Ben, puis d'en merci. parler, puis ça intéresse beaucoup plus les gens qu'on pense. tu sais. Je pense Définitivement. Ça Ouais. intéresse les gens. Je suis sûr que le podcast avec toi aujourd'hui, les gens vont l'adorer. C'est sûr. Puis que ça va passer, pas à l'histoire, là, mais ça va. À notre En tout histoire. cas, du en moins, tout cas, à nos gens qui nous suivent, ça va. ça va passer à notre histoire à nous. Ouais, Ben, ça merci- c'est clair. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup.